faut qu'on renforce notre économie. La réalité, là, c'est plate à dire, là, mais les grosses compagnies blue chip qu'on connaît au Québec, là, c'est pas eux qui vont créer de la richesse. À un moment donné, ils sont comme arrivés à la maturité, puis ils vont pas doubler de taille, là, tu sais. Fait que si on veut créer de la richesse au Québec puis des emplois, ben ça passe par créer des nouvelles entreprises. What's up, folks? Bienvenue sur Ça se passe. Aujourd'hui, je jase avec Catherine Ouellette-Dupuis, General Partner chez White Star Capital, un VC global fondé par des Québécois. On parle des motivations du récent changement de carrière de Kat, donc de ses 9 ans aussi chez Workleap avant, du landscape VC et startup au Québec puis au Canada, de tips, tricks puis exemples pour du M&A, elle a une expérience insane là-dedans, d'ambition, de perspective globale, des débuts de la communauté startup à Montréal, d'intentionnalité et de plus encore. Kat, ou Cod, c'est une femme et une personnalité forte et brillante. J'espère que vous allez enjoy la convo autant que moi. Alright, on passe au show. Let's go! Catherine Ouellette-Dupuis, bienvenue sur Ça se passe. Salut Frank. Comment ça va? Ça va vraiment bien. En fait, ben, comme tu sais, j'avais vraiment hâte de te voir aujourd'hui. Puis, Yes, ma'am. tu te rappelles, la première fois qu'on s'est rencontrés, t'étais déguisé en pape. Puis à ce moment-là, je savais qu'on serait amis. Fait que j'avais vraiment hâte à aujourd'hui. Let's go! C'était pour le premier pitch party qu'on a fait chez Workleap. Yes. Ouais, c'était sick. Ouais, j'ai vu ton grand sourire, puis je me suis dit, I lost my tail. Je t'ai parlé un peu, je dis, alright, tu devrais venir sur le pod. Kat, pour le monde qui ne te connaisse pas, ton titre, ton rôle actuel, c'est? General Partner chez White Star Capital. Qui est un. Comment tu ferais le pitch d'ascenseur de White Star? Dans le fond, White Star Capital, on est un fonds d'investissement global, vraiment parti par 2 Québécois en fait, mais un qui est allé s'installer en Europe. Fait que il y en a un qui a bâti l'Amérique du Nord et l'autre l'Europe. Alors, on est vraiment un fonds global. On a des bureaux à Montréal, Toronto, New York, Paris, Londres, Singapour, Hong Kong. Donc, vraiment un fonds global. On a à peu près 1,2 milliard de gestion sous actifs. Puis, on investit dans les compagnies en technologie, dans le fond. Notre critère, il faut que la compagnie ait du revenu récurrent. Puis... Ça ressemble pas mal à ça? Oui, ça ressemble pas mal à ça. C'est à quel âge, mettons, White Star? 17 ans. Quand même. Oui. Puis c'est un fonds qui était plus connu pour faire du série A, série B. Puis là, j'arrive. Puis là, tassez-vous, Catherine. J'arrive. On va pouvoir creuser sur tous les détails de ce changement quand même récent dans ta carrière. Quoi que là, mec, ça sort. Bon, ouais, ça va être encore récent. Mais avant qu'on rentre dans ton expérience chez Workleap, ton futur chez White Star, toi, comme bébite professionnelle, tu coches quelle case? C'est quoi ton background, ton skill set, genre? Ben écoute, moi j'ai quand même un background assez varié, là, comme tu me connais. Ben je viens de la Malbaie, dans Charlevoix, d'un petit mini village. Charlotte. Puis mes parents étaient vraiment impliqués dans la société puis de Charlevoix, puis ont vraiment mis en place plusieurs de programmes structurants dans le fond dans la région. Fait que je te dirais que mon premier background, je dis que c'est un background de bâtisseuse. J'ai appris ça de mes parents. Okay. Mais sinon, je suis allée à McGill faire mon bac en finance. Ouais. Fait que j'ai un background en finance. J'ai travaillé en investment banking à Toronto puis à Hong Kong. OK. Puis après ça, j'ai fait mon droit à McGill. À 25 ans, j'ai retroussé mes manches. Je vais aller faire mon droit. Fait que t'étais avec les jeunes qui aspiraient au barreau, là. Puis toi, t'avais comme 4-5 ans plus vieux déjà? En fait, non, parce que McGill en droit, c'est comme un modèle un peu particulier. C'est plus sur le modèle américain où est-ce que pour rentrer en droit, tu fais un bac avant. OK, je sais pas. Ouais, il y a juste à peu près 10% des gens qui rentrent à McGill en droit qui arrivent direct du cégep. Fait qu'en fait, la moyenne d'âge, c'est plus 25 ans. Là, ils prennent des gens généralement qui ont un bac puis de l'expérience de travail. Fait que non, écoute, j'étais pas... Il y avait des gens de 40 ans qui venaient faire leur bac en droit à McGill. Là. Fait que non, je me sentais pas... Fait que t'as fait un bac en finance. Ouais. Après ça, t'as fait ton droit à McGill. Oui, exact. Puis après ça... J'ai travaillé chez Stackman, un cabinet d'avocats au Canada. Puis j'ai fait plein d'IPO, du M&A pendant une couple d'années. Puis... Early dans ta carrière. Quand j'avais 25. Après mon bac en droit, là. Dans le fond, fait que fin vingtaine, là, début trentaine. Fait que les gros deals, t'as été proche de ça early dans ta carrière, là.
Ben, quand j'ai commencé à investment banking, j'étais jeune, là, j'avais comme 20 ans. Puis là, oui, effectivement, là, quand j'étais en investment banking à Toronto puis à Hong Kong, j'étais quand même exposée jeune à ça. Ben oui, c'est ça. 20 ans, je suis comme, man, je prenais ça même moi, encore de la drogue. je m'imagine à ces âges-là, je me dis, my God, mais tu sais aussi, écoute, j'étais jeune, là. Quand je repense à ces années-là, j'étais un peu gênée. Mais en même temps, le fait que, tu sais, j'ai commencé vraiment jeune, ça m'a permis de commencer jeune, faire des erreurs jeunes, voir puis maturer de ça. Fait que j'avoue que je regarde, là, je vais avoir 40 ans, puis j'ai eu la chance d'avoir quand même fait des trucs cool jusqu'à maintenant. Fait que t'as une formation, tu t'as comme mentionné Hong Kong à une couple de fois, là. T'as une formation en finance, mais en études chinoises aussi à McGill, et de l'expérience internationale. Donc, la question qui tue, c'est, est-ce que t'es capable de closer un deal en mandarin? Ben, à une certaine époque, tu commences à me connaître quand même assez intense, là. Fait que quand j'ai habité à peu près 2 ans en Chine. Quand même. Puis quand j'étais là, j'étais vraiment là, all-in, là, comme je voulais apprendre le mandarin, je datais un chinois, comme je voulais vraiment là. OK, c'était. Ah ouais, non, mais all-in. Simulé, là. Mes amis, en fait, je sortais avec des gens de là-bas dans le fond. Donc, puis oui, j'ai vraiment eu un bon chinois à une certaine époque, là. Donc Ton chum, c'est un bon chinois? Ah, maintenant? Ah ouais, non, là, on est loin de ça, là, malheureusement. Je te dis, j'ai vraiment eu un bon chinois. Là, j'ai dit. My bad. Mais un bon, la langue, là, comment, là? Je sais, man. Quoique là, c'est tellement drôle, puisque là, ça fait longtemps, ça fait plus que 15 ans. Puis je savais qu'on aurait des petits moments, là. Ça fait plus que 15 ans, mais là, tu vois, là, ça me revient. C'est comme un ghost sur my past, parce que la directrice de la garderie de ma fille est chinoise, puis elle a su que je parlais chinois. Puis là, maintenant, là, elle vient me voir, là, puis c'est comme, elle veut qu'on jase en chinois. T'es-tu capable encore de parler pas si pire, genre? Je suis quand même capable d'avoir une conversation de base, mais c'est sûr que, tu sais, quand je regarde, à l'époque, je travaillais en chinois, c'est vraiment différent. C'est pas comme l'espagnol, ça revient pas super rapidement, là. Donc, qu'est-ce qui fait? C'est-tu de l'ambition, de la curiosité, un désir de ne plus être associé avec ta propre culture ou de t'en aller de ton propre pays? Qu'est-ce qui fait qu'une jeune professionnelle comme toi, genre, ça te dit, non, je vais aller travailler en chinois, en Chine, essayer de faire des deals là-bas, puis tout. Tu sais, c'est où que ça vient, ça, cette motivation-là? Là, je te le disais que si on embarquait dans ce sujet-là. OK, on embarque. OK. Mais comme je t'ai dit, moi, fille de Charlevoix, mes parents pas du tout en affaires, sont dans le domaine médical, mais quand même très entrepreneurial. Puis on dirait que j'ai comme toujours su que j'étais comme une bébite entrepreneuriale. OK. Puis j'étais au cégep un moment donné, puis j'étais dans le groupe des jeunes entrepreneurs. Puis on faisait, on faisait des colliers en macramé, puis on vendait ça aux filles. C'était pas très, pas des grosses business, là. Mais puis là, mon coach à l'époque, il est comme, hey, il y a un groupe qui s'appelle. Ton coach en entrepreneuriat? Ouais, au cégep, là. Non? Celui qui supervisait tes colliers. Ouais, et c'est exactement. Okay. Oui, ça nous prenait un coach pour superviser. Excuse. Je m'excuse. C'est parfait. Il m'a dit, hey, Catherine, il me semble que tu as de l'entre-genre, tu as de la drive, comme tu devrais faire les sélections pour ce programme-là. Puis ce programme-là, c'est Junior Team Canada. Puis c'est un programme où il amenait des jeunes du cégep de l'université en mission économique avec le gouvernement puis des entrepreneurs dans un pays quelconque. Puis on disait, ben on va amener les jeunes, on va les exposer à ça. Fait que quand j'avais 17 ans, puis écoute, moi, j'ai appris l'anglais. Je suis une fille de la Malbaie, là. J'ai appris l'anglais quand j'avais 16 ans, là. Fait qu'à 17 ans, je baragouinais encore l'anglais, on va se le dire. J'ai eu la chance d'aller en mission économique en Chine avec le gouvernement. Puis, je te dis, cette expérience-là, ça a tout changé ma vie. Après ça, ça m'a comme vraiment ouvert les yeux. De un, les jeunes qui étaient là dans la mission, c'est des jeunes de partout au Canada. C'était tellement des jeunes allumés. Moi, mes parents étaient pas en affaires. Fait que j'étais pas habituée d'être exposée à ce genre de monde-là. Puis, on va se le dire, la plupart des jeunes qui m'entouraient, leur père était entrepreneur ou investment banker ou whatever, tu sais. Donc, tu sais, ça m'a exposée à ça. Je suis allée en Chine, ça a ouvert mes esprits. Puis, je me suis jamais dit, je vais faire ma vie en Chine, mais je me suis dit, waouh, comme faut absolument que c'est un peu la voie du futur. Le monde s'en va vers une puissance de la Chine qui va un peu dominer une partie du monde. Donc, il faut absolument que je comprenne mieux ce qui se passe là, puis d'avoir une expérience là. C'est insane. Ouais. Puis, penses-tu que dans la course vers le AGI, Artificial General Intelligence, c'est la Chine ou les États-Unis qui vont gagner? Ah là là, c'est vraiment une bonne question. C'est une question que je sors de mes fesses. T'es pas obligé de répondre. Non, mais entre toi et moi, je souhaite que ça soit les États-Unis. Ouais, simple. En fait, la vraie question, c'est
est-ce que tu as encore beaucoup de liens avec la Chine, puis serais-tu potentiellement une espionne? Hey, c'est ça la vraie question, man. C'est ça parce que, tu sais, j'ai habité à plein d'endroits dans ma vie. Ouais. J'aime ça voyager, puis j'ai eu comme, tu sais, j'ai différentes vies, là. Là, on a parlé de investment banking puis droit, mais après ça, on n'a pas parlé de toutes mes autres vies, chez Workleap et tout ça, là, mais j'ai quand même fait pas mal de choses dans ma vie, fait que ça m'est arrivé une couple de fois que les gens me niaisaient, ils disaient, t'es une espionne, Mais non, je vous l'assure, comme je suis un livre ouvert, comme... Ouais, anyway, on fait un background check, nous autres, pour ça se passe, pour toutes les guests qu'on a, fait on va fermer la boîte à Pandore de la Chine parce qu'il y a comme trop d'affaires. Ah ouais, on pourrait faire un podcast là-dessus. Pas déraper, puis je veux beaucoup... Ouais, vas-y. Mais tu vois, ça revient quand même parce que on va faire un loop, là, on va tourner autour de ce sujet-là, mais une des raisons que Workleap a eu du succès, c'est sûr que c'est parce que Day One, c'était une compagnie globale. 100%. Parce que, on va se le dire, des HR Tech, des IT Tech au Québec, il y en a plein qui sont pognés à 1 million d'ARR parce que leurs clients, c'est leur réseau, puis ils n'ont pas bâti un produit ou une go-to-market qui est scalable. Fait que je l'ai vu chez Workleap. Si on veut bâtir des géants comme Workleap au Québec, il faut qu'on pense global jour 1. Puis c'est aussi une des raisons pourquoi je voulais aller chez White Star parce que c'est un des seuls fonds globaux au Québec, avec des bureaux partout dans le monde. Puis c'est sûr que ça me revient, ça. Puis oui, je veux que des entreprises québécoises y vendent à Singapour, puis partout dans le monde, comme Workleap l'a fait. T'sais. C'est vraiment, écoute, amen, là, genre je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, puis je suis content que quelqu'un le formule aussi clairement. Là, t'as annoncé ton gros changement de carrière. Mm-hmm. General Partner chez White Star Capital. Comment toi vas-tu briller dans l'étoile blanche du capital qu'est White Star? Tu sais quoi tu vas faire, toi? Tu vas être basé à Montréal, right? Oui, je vais être basé à Montréal. Ça va être quoi ta job, genre? Oui. Dans le fond, on a parlé un peu de White Star. Donc, White Star, on était une firme qui était vraiment connue pour des fonds pour les séries A, série B. Ouais. Mais là, il y a un trou dans le marché en ce moment au Québec. Il manque, pour plusieurs raisons qu'on pourra couvrir plus tard, il manque de fonds au stade d'amorçage qui peuvent arriver avec un gros chèque, puis avec conviction, puis prendre des risques. Puis donc... White Star a dit, on va partir en un foncier, puis c'est là où ils sont venus me chercher. Au Canada, spécifiquement, tu dis? Ou... C'est en Amérique du Nord. C'est un fonds Amérique du Nord, oui. Donc, dans le fond, je vais être à la tête de ce fonds-là, fonds d'amorçage. On fait du seed, un peu de pre-seed aussi, mais surtout seed, des chèques environ de 500 000 à 2 millions. Amorçage, ça se traduit par seed, c'est ça ou c'est... On a toutes des définitions différentes, mais pour nous, amorçage, ça veut dire d'incubation à pre-seed seed. Là, fait que, mettons, une compagnie qui va jusqu'à 1 million de AR à peu près. Gotcha. Donc, ma job, ça va être de bâtir. Dans le fond, pour moi, je suis une entrepreneur, fait que je vois vraiment ça comme je bâtis ma business. Là, je bâtis un fonds. Puis l'objectif, c'est d'investir dans des compagnies en Amérique du Nord, en technologie, qui font du revenu récurrent. On est quand même généraliste comme fonds, fait que c'est autant B2B que B2C. Okay. On est un des seuls qui fait ça. Fait que pas une thèse méga nichée spécifique sur une industrie spéciale ou... En fait, nous, comment on se décrit, c'est qu'on est des généralistes, mais avec des secteurs d'intérêt particuliers. Donc, on a plusieurs secteurs qu'on aime, qu'on pense que, par exemple, en cybersécurité, là, il y a du potentiel pour bâtir des compagnies qui vont faire 100 millions de ARR. Fait qu'on a comme des secteurs d'intérêt, mais on va se le dire là comme là, c'est sûr que c'est un fonds d'Amérique du Nord, mais c'est beaucoup concentré Québec puis Ontario, Canada. C'est dur d'être un fonds spécialisé. Là, il y a pas assez de compagnies, tu sais. Fait que nous, on veut pas manquer les bonnes compagnies, on veut pas être trop restreint, mais on a comme quand même certains secteurs qu'on aime particulièrement, là, comme FinTech, comme cyber, puis Consumer Tech aussi, on a eu beaucoup de succès dans du Consumer Tech récurrent. Fait que... Avant de continuer l'exploration de ce futur-là, je veux qu'on assoie le chapitre précédent de ta carrière, qui est vraiment important, qui est Workleap. Même que quand on a planifié notre pod ensemble, t'étais chez Workleap. On pensait parler presque juste de Workleap, là, on va pas pouvoir parler des deux. Fait que double richesse pour le pod, tant mieux. J'ai pris en note le titre que t'avais là, parce qu'il est interminable là, chez Workleap. Chez Workleap, t'étais Chief Strategy et Corporate Development Officer et Chief Legal Officer.
Fait que, mettons, en bon français, là, genre, ça veut dire quoi, ça? C'est quoi? Ton quotidien ressemblait à quoi chez Workleap? Mm-hmm. On n'a pas fini ta question de background, là, fait que oui, j'en ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Mon titre est long parce que j'en faisais des choses chez Workleap. Fait que si je réponds finalement à ta question de background, c'est que j'ai un petit peu un background dans pas mal tout ce que tu as besoin de savoir quand tu pars une business. C'est ça mon background. Fait que financement, légal. Droit, puis après ça, Fait que Workleap, j'ai fait du droit, de la cybersécurité, de la gestion de risque. J'ai bâti même la pratique de responsabilité sociale. Après ça, la pratique de M&A. En faisant du M&A, ça m'a amené à faire de la stratégie produit parce que pour déterminer c'est quoi les plans intéressants, il faut que tu définisses c'est quoi la stratégie de l'entreprise. Puis après ça, financement, parce qu'on a levé notre équipe le financement de CDPQ de 125 millions. Fait que on en a fait des choses. Donc, mon quotidien, il y avait aucun jour qui se ressemblait, mais c'est ça une compagnie en haute croissance. Puis de toute façon, moi, je pense que quand tu es en compagnie en haute croissance, tu peux pas te définir par une description de tâche. Faut pas que tu penses, hey, j'arrive, ça va être ça mon rôle. Au contraire, si tu as ce mindset-là, tu vas pas réussir à scaler avec la business. Faut que ton mindset, ça soit comme je rentre là, j'ai des compétences, puis ma job, c'est de enabler la business à réussir. T'sais. C'est un peu ça le mindset que j'ai toujours eu chez Workleap. C'est pour ça que j'ai fait tous ces jobs-là, parce qu'à chaque fois que mettons, OK, l'équipe juridique, ça se tient, parfait, OK, ben je vais bâtir l'équipe de cybersécurité ou autre, parce que c'est très founder comme mode, là, comme thinking un peu. Là. Oui, je suis l'archétype de l'entrepreneuriat. Là. Fait que, écoute, j'ai tellement fait de choses, mais à la fin, mettons, dans les dernières années, à quoi ressemblait mon quotidien, c'était beaucoup centré autour de M&A, dans le fond. Ben, on va double-cliquer là-dessus. Ouais. Parce qu'on ne pourra pas couvrir toutes les belles facettes que tu viens de décrire, mais les plus récentes, puis celles qui m'intéressent quand même pas mal le plus en ce moment, c'est justement autour de ça. Le 125 millions que tu dis que vous avez levé, que c'est les BQ, entre autres, le but, c'était d'acquérir les compagnies. Oui, exact. C'est d'accélérer notre stratégie M&A. Ouais. D'accélérer votre stratégie de merger and acquisition M&A. Première fois qu'on m'a parlé d'M&A, on voulait acheter ma compagnie, puis je savais pas ce que ça voulait dire. Je pensais que non, on se connaissait pas à l'époque. Il aurait fallu que tu me mon numéro. Là. Ce qui arrive avec des deals de cette ampleur-là, c'est que les enjeux sont élevés, high stakes. Il y a beaucoup d'argent, de statut en jeu. Il y a aussi beaucoup de parties prenantes en jeu des deux côtés, de l'acheteur, du vendeur, les genres d'intermédiaires in between. Puis ça peut péter comme à tout moment. Genre. Puis Itai, le CEO de la compagnie qui a acheté mon ancienne compagnie, il disait tout le temps « time kills deals ». Genre, faut que tu aies un momentum dans les deals, sinon l'entreprise rentre, il y a des risques qui s'ajoutent, etc., etc. Fait que ma question pour toi, qui est une grosse question, on pourra la découper si tu veux, c'est genre, comment tu t'assures que les choses bougent à un bon rythme avec toutes ces complexités-là puis ces parties prenantes-là d'impliquer dans un gros deal d'acquisition? Oh, c'est une grosse question. Mais en fait, écoute, j'ai quasiment le goût de revenir sur quelque chose que tu as dit parce que tu as dit time kills, c'est ça? Oui, time kills deals. Mais moi, j'ai comme le goût de te dire human kills deal. Comme vraiment, je pense qu'il faut pas sous-estimer que... Intéressant. Tu sais, tu fais quand j'ai bâti ma pratique de M&A, la première chose que j'ai fait, moi, je suis une bâtisseuse. Fait que là, puis j'utilise beaucoup mon réseau. Puis je suis allée voir des gens qui avaient déjà bâti des pratiques de M&A dans d'autres compagnies. Puis le message qu'on sent, c'est comme... La plupart, comme il y a beaucoup de deals que tu vas faire qui vont tomber à l'eau. C'est tellement difficile de faire un deal en entreprise, en M&A, un deal de M&A qui va avoir du succès parce qu'il y a tellement d'éléments, de variables. Peut-être que c'est le meilleur deal du siècle, mais tu foires ton intégration. Donc, c'est dur de faire des bons deals. Fait que la réalité, c'est que il y a personne qui a une boule de cristal. Il y a personne qui peut dire, hey, c'est sûr que ce deal-là va fonctionner. C'est sûr que quand tu le fais, tu penses que ça va être c'est bon le deal, mais la réalité, c'est que t'as pas le boule de cristal. Fait que les gens sont quand même un peu insécures quand tu fais un deal. Fait que les gens sous-estiment beaucoup, je trouve, l'aspect humain de tout ça. Parce que c'est vraiment une game de confiance. Hein. Parce que oui, t'as fait tes devoirs et tout, mais en même temps, comme... Est-ce que l'équipe, après ça, que t'acquiers, qui va continuer à fonctionner dans ton écosystème, est-ce que tu te vois travailler ensemble? Peut-être qu'à un moment donné, comme il y a un petit élément qui fait que, oh non, tu perds la confiance, tu penses plus que c'est un bon moment pour faire le deal ou la négociation est un peu rough, puis là, comment les parties prenantes négocient ensemble, comme...
C'est ça affecte le lien de confiance. Donc, moi, je pense que les gens, ils sous-estiment le côté humain définitivement du deal. Puis c'est souvent ça, en fait, qui fait tomber. Oui, c'est sûr, des fois, t'arrives puis t'es comme, oh my God, on n'avait pas vu tel lawsuit ou tel élément. Puis là, effectivement, ça fait tomber le deal. Mais plus souvent, je pense que c'est vraiment plus l'élément humain. Là. Puis j'ai même un exemple, en fait, là-dessus. Là, je peux pas parler de spécifique, le nom, mais j'ai un exemple. Ça fait quand même comme 20 ans que je fais du M&A. Là. Puis dans un des deals, c'était pas moi qui leadais, mais j'étais impliquée là-dedans. Puis j'étais du côté des vendeurs. Puis les acheteurs avaient fait un deal. Hein. Puis pour moi, comme c'était évident que ce deal-là devait se faire, mais l'acheteur avait comme mal lu ce que le vendeur avait en tête et a fait une offre avec certains termes, ça avait vraiment froissé notre côté parce que puis le vendeur se disait ben voyons donc, s'il me fait un deal avec ces termes-là, c'est qu'il me comprend pas. Oh non ça va pas fonctionner, tu sais. Puis moi je le savais que c'était juste une question de malentendu. C'était pas moi qui leadais le deal, fait que tu sais je pouvais pas dire ça de l'autre bord comme. Mais un moment donné, on était dans un événement, puis je vois l'acheteur, puis là je dis hey, je pense que je pense que le deal, il peut se faire. C'est juste que vous parlez pas le même langage. Je pense que si tu changes la façon comment tu as construit ton deal, ça pourrait fonctionner. Puis comme de fait, ce deal-là a closé. Puis c'est juste sur un malentendu. C'est fou, hein? Ben, cette composante humaine-là, de confiance, de communication, un peu de la manière que tu le dis, comment tu faisais chez Workleap, mettons, pour t'assurer que dans vos deals, les deux parties étaient bien entendues, comprenaient bien que les communications étaient claires, qu'il y avait une confiance, que la bonne foi se sentait des deux côtés? Y a-tu des tips and tricks ou des exemples que tu veux me dropper ou pas nécessairement? Ben, je dirais... comme tu sais, j'ai beaucoup de background, puis un des backgrounds qui m'est très utile, c'est mon background d'avocate. Fait que quand t'es avocat, là, tu penses que tout va péter. Je sais, ouais. Tu checkes tous les risques, toutes les virgules. Exactement. Fait que c'est un peu comme ça que je faisais mes deals, dans le sens que la dernière chose que je veux, c'est que, puis même de façon réputationnelle, là, je veux pas qu'un deal tombe à la dernière minute. C'est épouvantable pour tout le monde. T'sais, tout le monde, ça fait des mois que tu t'investis, puis là, à cause d'une chose qu'on n'avait pas parlé encore, comme ça tombe à l'eau, tu veux pas que ça arrive. Fait que je pense que j'étais pas pire pour voir d'avance c'est quoi les éléments qui pourraient être... C'est sûr que des fois, à un moment donné, je le sais pas, mais j'étais bonne pour anticiper quels pourraient être les éléments qui accrocheraient. Puis j'ai eu la chance... écoute, j'ai travaillé presque 9 ans chez Workleap, puis j'ai eu la chance d'avoir comme partner Kaina Werdam, notre Chief People Officer, puis je suis vraiment allée à l'école de la vie avec elle, puis elle m'a beaucoup enseigné sur la lecture de l'humain. Puis je pense que... Genre? Ben, une capacité à voir au-delà de ce que les gens disent pour vraiment comprendre qu'est-ce qu'ils veulent. Puis je pense que d'être capable de comprendre les gens puis leurs besoins, puis de les anticiper, je pense que ça m'aidait un peu à ce que ça se passe de façon smooth. Puis as-tu l'impression que tu devais faire une gestion des attentes du côté des parties prenantes, surtout les tiennes, de ton côté, par rapport à ça se peut que ça chie le deal? Genre, stratégiquement, mettons, vision d'intégration produit, ça peut être dope, mais comme ça se peut que ça chie, puis mec, ça chie, faut pas tomber de trop haut, genre. Constamment. Écoute, si tu veux savoir c'est quoi mon secret, là, je te donne un petit... Écoute, je me levais le matin, la première chose que je faisais, je prenais mon café, puis là, j'imaginais je visualisais. Qu'est-ce que les différentes parties prenantes importantes là, de mon bar sont en train de penser? C'est quoi leurs intérêts? Puis il faut que tu le fasses constamment. Hey, ça bouge vite dans un deal, là, puis tu apprends des nouvelles informations. Fait constamment, comme... Ils sont en train de penser à quoi, là, ces parties-là? Fait que ouais. T'en as-tu qui sont tombés à l'eau pendant ce bout-là? Knock on wood. Je sais pas, non, c'est pas du bois, ça, en tout cas. Tu peux le knocker dessus. C'est bien. Mais j'ai été quand même chanceuse. J'ai jamais eu de deal qui a tombé à l'eau à la dernière minute, mais j'ai plus... Je pense qu'en début, quand je lidais des deals au début chez Workleap, je voulais tellement que tout soit bien ficelé avant de présenter mon deal de l'autre bord, que je pense que j'attendais peut-être trop tard. Ça m'est déjà arrivé d'attendre trop tard avant de parler de valorisation avec l'autre bord. Fait que ça fait comme 3 mois que tu parles avec le fondateur. Puis là, tu t'excites sur la business, à quoi ça va ressembler ensemble. Puis là, t'en parles à l'interne. Simon est excité, toi, on est excité. Puis là, finalement, t'envoies le term sheet. Puis là, le fondateur,
il tombe de sa chaise. Ben voyons donc, c'est sûr qu'on fait pas un deal à ce prix-là. Puis là, tu réalises qu'il y a une valo qui est 2 fois plus élevée, puis ça va juste jamais se passer. Fait que je pense que j'ai fait ces erreurs-là au début. Intéressant. Fait que, tu sais, après ça, je m'assurais comme un petit peu plus tôt d'essayer de gager comme tu sais t'as quoi en tête là, mais tu sais tu veux pas commencer la négo avant d'avoir la négo. Tu sais, j'ai même pas parlé à mon board, fait que j'ai pas de mandat de négo, mais j'essayais quand même plutôt d'avoir des hints Ben nous, mettons, on voulait pas vendre, mais 2, pour s'assurer qu'on perde pas notre temps avant même qu'il y ait la mention d'une letter of intent, LOI, de l'acheteur. On avait dit en bas de X millions, on veut rien savoir. Mais ça, je pense que c'est vraiment important de mettre ça sur la table. Je pense que c'est bon puis pas bon, là, parce que tu mets un ancrage un peu de prix, là, tu sais. Peut-être bien qu'il y ait le double, il y aurait... Mais nous, ça a assuré que anyway, c'était une valo qu'on pensait même pas pouvoir avoir, fait qu'on était bien content. Mais genre, comme tu dis, genre, c'est le genre d'affaire qu'il faut qu'il sorte un moment donné, là, tu sais, pas trop tard. Mais tu sais, mettons qu'on jase de stratégie M&A, tu me parles de ça. Tu sais, moi, je pense que c'est pas une si mauvaise idée que, en tout cas, on pourrait faire un gros débat là-dessus, de parler d'ancrage, puis surtout si après ça, t'as du pouvoir de négociation. Si après ça, tu commences à avoir ces négociations-là, ben, t'as cette discussion-là un peu informelle, mais après ça, t'amènes d'autres acheteurs sur la table, puis là, eux, ils te font les offres plus élevées, ben là... OK. Ben, creusons un peu là-dessus. Moi, je suis nul. Je suis pas un expert. J'en ai fait un, puis genre, il m'est arrivé d'en face. Là. J'ai eu de la chance, puis on s'est craqué, mais bon, whatever. Fait que j'ai pas beaucoup d'exposition. Toi, t'as beaucoup d'exposition à plusieurs deals. Fait que quand on parle d'ancrage, explique au monde ce que ça veut dire d'abord, puis parlons-en un petit peu. Ben, ancrage, je pense que c'est comme un peu comme tu l'as décrit, là, dans le sens que je fais pas ce deal-là en bas de telle valorisation. C'est de ça que tu veux parler? Hein? Ouais, c'est de mettre c'est de parler le premier, puis de positionner psychologiquement puis stratégiquement un prix dans la tête de l'autre partie. Ben, ça dépend. Écoute, ça dépend, t'es rendu où dans ton processus. Là. C'est sûr que là, comme si là, t'as déjà plusieurs acheteurs à la table puis t'es avancé dans ton processus, peut-être que c'est pas un bon moment pour le faire. Mais si, mettons, c'est vraiment early, puis là, quelqu'un vient vers toi puis te dit, écoute, je serais intéressée à t'acheter. Tu peux tester là en disant, ben écoute, moi, ça m'intéresse pas de te parler en bas de ce prix-là. Puis là, si tu vois que là, il y a de l'attraction, là, tu peux commencer à le faire tes devoirs, puis là, commencer à voir si d'autres acheteurs, quelles sont tes options, quel genre de prix ils pourraient t'offrir. Mais c'est sûr que si t'es rendu loin dans ton processus, t'as tous les acheteurs line-up, puis là, tu te dis, je le fais pas en bas de 10 millions. C'est sûr que là, effectivement, là, peut-être que c'est moins un bon timing pour le faire, là. All right, folks, un petit shout-out à Unicorn, partenaire certifié, ça se passe. C'est une firme d'experts en info nuagique, AWS, Amazon Web Services, qui ont les talents et les processus pour migrer, scaler, optimiser les infrastructures cloud pour les startups et les SaaS. Il n'y a pas de jargon inutile dans leur affaire, pas de solution démesurée, juste une team de passionnés dev puis cloud qui peuvent vraiment vous conseiller, vous sauver des bidous, puis même construire du produit avec vous. Check them out sur saspace.com/partenaire avec un S. Il y a une solide entrevue avec le founder Éric Pinet. OK? De retour au pod. Laisse-moi essayer d'extraire, mettons, l'insight que j'essaie d'extraire. Mettons avec Workleap, est-ce qu'il y avait, dans les deals que tu as supervisés ou vus, est-ce qu'il y avait souvent plusieurs acheteurs qui tentaient d'acheter une même compagnie? Toujours, hein? Toujours? Oui. Ah, okay. Non, je pense que c'est important quand tu es un fondateur qui veut vendre sa business de faire ses devoirs, même si tu es convaincu que c'est tel... que, par exemple, Workleap, c'est la compagnie parfaite. Je pense que c'est bon d'avoir des comparatifs pour être sûr de ne pas avoir de regrets par la suite. D'avoir fait tes devoirs, puis souvent, ça va te convaincre. Ah ben oui, c'est sûr que c'est Workleap. Comme. Puis aussi, des fois, je l'ai vécu là, chez Workleap, c'est pas toujours une question de prix, là. Mm-hmm. C'est une question aussi ouais, à un moment donné, c'est la compagnie que tu as bâtie, c'est ton bébé, là. Tu veux voir comme... Tu veux... Tu sais, on en a vu au Québec là, des compagnies québécoises qui ont été achetées par des compagnies américaines, puis 2 ans après, ça a été fermé. Comme c'est plate quand tu as passé des années à bâtir ça, puis là, tu sais, que la personne sur un coup de dé, met fin à ton aventure. Mais dans ces deals-là, Kat, pour revenir à l'ancrage, c'est qui normalement qui mentionne le prix en premier? Je m'y connais pas, fait que je veux que tu m'éduques là-dessus.
Mais écoute, c'est une danse, c'est comme du dating, là, comme là. Il n'y a pas de recette. Il n'y a pas vraiment... Dans ce que toi, non. t'as vu, c'était plus le parti acheteur, le parti vendeur qui mentionnait un prix en premier ou il n'y a rien là? Ah, j'ai vu de tout. C'est vraiment du dating, là. C'est vraiment... c'est un peu de tout. Des fois, c'était clair comme... c'est ça. Des fois, c'est le fondateur. Écoute, ben si tu m'approches, c'est sûr qu'en bas de ce prix-là, ça m'intéresse pas. Tu sais, ça m'est arrivé plusieurs fois de me faire dire ça. OK. Ou des fois... pas du tout. En fait, le fondateur voulait pas du tout me donner un hint avant que j'aie envoyé le term sheet. Puis là, bon, je travaille avec mes réseaux pour essayer d'avoir une idée de qu'est-ce que ce fondateur-là aurait comme attente. Fait que j'ai tout vu, dans le fond. Hein. OK. Fait que c'est bon. Ce que je comprends, c'est qu'il y a une grosse diversité dans cette approche-là. Oui, exact. OK, c'est bon. Fait comme je te dis, je voulais faire un saut dans le passé. Parce que quand on s'est parlé, tu m'avais comme appris que tu avais été full impliqué quand même au début de ta carrière dans la communauté de start-up de Montréal, notamment avec l'organisation du Montreal Startup Open House Event en 2013 avec LP, Maurice, Boss Bud, Gabriel Sandaram de Real Ventures. Fait que moi, j'étais un genou, là, je commençais à peine, là, je sais même pas si j'avais commencé chez Snipcart. Fait que j'ai le goût que tu me ramènes à cette époque-là, genre. Qu'est-ce qui était cool de cette époque-là? Y a-t-il des histoires, le fun ou nostalgiques que tu veux me raconter comme rapido, là? Mm-hmm. Écoute, c'était quand même pas mal différent. Il n'y avait pas de ça se passe à l'époque. Ouais. Il manquait quelque chose. Mais si on va encore plus en arrière, moi, j'ai fait mon bac en affaires en 2005. OK. Puis en 2005, là, être entrepreneur, là, c'était pas cool. Là. On va se le dire, là, tu fais un bac en affaires, là, t'avais des bonnes notes selon ta personnalité, t'allais en finance ou en comptabilité, t'étais un créatif, t'allais en marketing, puis t'avais des bonnes notes, t'avais pas des bonnes notes, tu savais pas quoi faire, t'allais en entrepreneuriat. Tu sais, c'était pas valorisé l'entrepreneuriat. Okay, ouais. Maintenant, comme c'est super, comme le monde s'est réveillé, les écoles se sont réveillées à McGill. Maintenant, il y a un super centre de l'entrepreneuriat où est-ce qu'il y a des coachs qui aident et tout, mais tu sais, c'était pas sur la map d'être entrepreneur, là. En 2005. Fait que c'est un peu, comme ça que j'ai commencé ma carrière. Puis, comment ça a commencé pour moi, l'implication en entrepreneuriat? C'était en 2010, quand je suis revenue à Montréal faire mon droit. Tu me connais, je suis une petite bibite, là, j'aime ça bâtir des choses. Puis, je pouvais pas croire que j'allais juste, à 25 ans, faire mon droit à McGill. Fait que je me cherchais un petit peu mon projet. Tu sais, j'arrivais de Hong Kong, travailler en investment banking, là, comme je voulais faire quelque chose. Puis, j'étais allée à une conférence avec un de mes amis de Charles Sirois de Télésystème, une grosse compagnie québécoise à l'époque, qui parlait de son projet Ashoka, où il donnait du coaching aux entrepreneurs en Afrique, là. OK, wow, OK. Puis à cette époque-là, là, il n'y avait pas de support aux entrepreneurs au Québec. Là. Il n'y avait même pas de maison Notman. Là. C'était très, très limité. Alors, moi, j'avais levé la main tout bonnement. Puis j'avais dit, mais Charles, comment ça que c'est pas comme si on avait beaucoup de soutien aux entrepreneurs au Québec? Pourquoi tu pars pas ça au Québec? Puis là, on était une salle de jeunes. Là. C'était comme un jeune Canadien en finance, là, la conférence. Okay. Ça, vous êtes les jeunes, là, vous avez de l'énergie. Là, bâtissez donc ça là, au Québec. Là. Faites-le, vous autres. Faites-le. Fait que je me retourne vers mon ami, on est allé prendre une bière, puis on a décidé que ça devenait notre projet. Alors, en 2010, on avait créé Comité pour entrepreneurs, où on matchait des jeunes professionnels avec des entrepreneurs en démarrage, puis des jeunes professionnels de tous les milieux, là, en droit, en marketing, branding, HR. On avait vraiment comme ramené notre réseau varié. Cool. Puis, selon les problématiques de l'entrepreneur, on le matchait avec le groupe de professionnels, puis il avait le droit à 3 mois de services professionnels gratuitement. Fait que c'était super parce que ça m'a permis personnellement, de me faire les dents, là, tu sais, d'apprendre sur l'entrepreneuriat, d'apprendre sur la réalité de comment monter ton entreprise. Puis aussi, j'ai rencontré des entrepreneurs super, là. Je sais pas si tu connais la gang de Sur-Mesure Diane Québec, tu connais peut-être. Je les connais de nom, mais je les connais pas personnellement, pas encore en tout cas. Fait que, justement, le Frank Thériault de Sur-Mesure avait fait notre programme. Fait que, il y avait des super entrepreneurs qui sont passés par là. Puis, ça m'a aussi permis de rencontrer LP Maurice, qui est toujours le CEO de Boss Bud, qui, lui, a eu l'idée de Startup Open House parce qu'il lui aussi trouvait que c'était pas encore assez connu du public, l'entrepreneuriat.
Donc, il y avait l'idée que les startups y ouvriraient leurs portes pour un 5 à 7 pour qu'on aille pour aller les visiter puis rencontrer les fondateurs. Je trouvais ça super comme idée. Puis elle dit, hey, Catherine, on va créer ça ensemble. Tu vas amener ton réseau de jeunes professionnels. Parce qu'il faut que les jeunes professionnels y arrêtent d'être dans les cabinets d'avocats, dans les boîtes de consultants. Oui, puis il faut qu'on amène ces talents-là en entrepreneuriat. Tu sais qu'ils l'ont fait à Québec aussi. Hein? Oui, ben oui. Ah non, Keith Bourgoin était impliqué avec ça. Oui, c'était rendu gros à une époque. On avait accepté avec Snipcard de laisser les gens entrer, puis on les taxait. Je savais même pas que t'avais pas. On pognait leur portefeuille, puis on leur disait il y a des risques dans Startup Life, débrouille-toi. Ah, ça, c'est drôle. J'avais pas eu de vente de ça. Mais ouais, à une époque, ça a été gros. Là. On a eu Montréal, Toronto, Québec, Vancouver. On a même une édition à Londres. C'est une belle idée, je trouve. Ouais, c'était cool. Belle idée. C'est sûr qu'il y a une couple de devs que genre, ils essaient de se faire déranger puis voir du monde, ils sont à clair avec toi. C'était juste un 5 à 7, là. Come on. Fait que là, on s'est connus par ça. Puis, ouais, je te dirais que nous, on a quand même, quand on a parti ça, on avait en tête que c'était quand même un peu, c'est petit, convivial, un peu comme informel, là. Fait qu'on s'attendait à 500 personnes, mettons, pour l'événement. Puis là, la veille de la première édition, là, on avait 2000 personnes qui étaient inscrites. C'était à ce moment-là que le Startup Fest startait aussi, à peu près, en 2013? C'était en 2012, notre première édition. Okay. Fait que dans ces années-là, ouais. OK. Puis comment tu dirais que l'écosystème startup montréalais a changé 2012-2013 versus aujourd'hui? Tu sais, si tu avais à dire une grosse différence ou un delta que tu vois, y a-t-il quelque chose qui te vient en tête? Ben, tellement de choses. En même temps, il faut pas sous-estimer que on n'est pas un écosystème si âgé que ça. Mettons que tu te compares aux États-Unis, là, eux, là, ça fait depuis les années 40 qu'ils font du VC. Puis après ça, après la guerre, dans le fond, la Deuxième Guerre mondiale, ils ont investi massivement dans des startups. Donc, ils ont commencé dans les années 40 à faire du VC, à créer le modèle de VC qu'on connaît maintenant. Puis après ça, bon, dans les années 70, là, tu as eu des grosses firmes là, comme Sequoia qui ont commencé à voir le jour, des gros joueurs sophistiqués là, qui ont commencé à voir le jour, puis qui ont par la suite investi dans des Amazon, Google. Ouais. Fait que, ça fait longtemps qu'aux États-Unis ils font du VC. Au Québec, quand tu regardes à ça, de façon professionnelle, ça fait pas si longtemps que ça là. Quand tu regardes les firmes de VC là, les gros noms là qu'il y a là, au Québec mettons là, t'as White Star, Innovia, Brightspark par exemple, il y en a d'autres là, mais les grosses sommes que tu connais, que toi puis moi on connaît, ça fait comme peut-être 15-20 ans que ça existe là. Fait que c'est quand même jeune comme écosystème. Non, faut pas. Ça a-tu commencé plus vite dans l'ouest du Canada? Plus tôt, excuse. Non, c'est vraiment c'est encore au ce jour, c'est plus Ontario puis Québec qui ont été les piliers. Puis en fait, ben c'est sûr que là, maintenant que j'étais à Calgary il y a quelques mois dans un événement startup, puis je dois dire que j'étais vraiment impressionnée par le dynamisme de l'écosystème. Ils essaient de diversifier dans le fond leur économie de l'économie de pétrole, mais c'est quand même récent. Là. Fait que oui, effectivement, c'est plus. C'est quoi l'event? Ça s'appelait Invest Canada. C'est un événement plus pour les investisseurs, dans le fond, là, où on se retrouve une fois par année. Toi puis ta nouvelle gang. Exact. Sweet. Fait que la différence, c'est quoi? C'est qu'à cette heure, on est un peu plus mature en VC ou il y a plus de founders? Je faisais plus comme un intro de contexte à tout ça. Là. Fait que c'est sûr que quand je te parle de 2005, ben oui, il se passait pas grand-chose. Ces VC-là, ils n'existaient pas. Là, mais je te dirais maintenant, de un, la qualité des entrepreneurs qu'on a, la maturité des entrepreneurs, puis aussi, je pense que l'écosystème aussi est plus mature, on va se le dire, là, comme en 2013, il n'y en avait pas de ça se passe. Il n'y avait pas de podcast là-dessus, c'était pas comme it wasn't a thing, tu sais. Là, maintenant, il y a plus d'aide et l'aide est plus sophistiquée. Il y a avant, les incubateurs, c'était des coworking space. Là, les incubateurs, c'est vraiment des vrais incubateurs. Ils sont là, ils amènent des experts pour coacher les entrepreneurs. Il y a des podcasts comme toi qui aident à outiller les gens. Les gens ont ChatGPT, ont accès à comme tout, dans le fond. Puis après ça, on a des super belles histoires de succès comme Workleap, comme Lightspeed, comme Shopify au Canada. Fait que je pense que ça nous a donné confiance qu'on est capable de faire des grandes choses au Canada puis au Québec. 100%. Mais fait quoi, je te dirais, je pense que on a encore du chemin à faire, mais je pense que au côté maturité d'écosystème puis de type d'entrepreneur qu'on a, on est clairement plus mature. Dirais-tu que ton réseau professionnel ou personnel a joué un gros rôle dans
tes chapitres clés de carrière, mettons Workleap puis le White Star? Ah ben oui, c'est sûr. C'est sûr. Moi, la force du réseau, peut-être en ayant vu justement mes parents aller puis venant d'un petit village, je pense que j'ai été quand même très tôt sensibilisée à la force du réseau. Mais oui, écoute, la réalité, c'est que Startup Openance, ça m'a permis de resserrer les liens avec quelqu'un que je pense que tu connais, là, Alex Chi, là, qui était chez LMTI et tout. Puis c'est lui qui a fait le lien avec Workleap pour la job. OK, je me demandais. Puis aussi, j'avais pas mentionné son nom, mais l'ami avec lequel j'ai bâti Comité pour entrepreneurs, il s'appelle Christophe Bourque, qui est partner chez White Star. C'est lui qui est venu me chercher quand ils ont eu l'idée de bâtir un fonds seed. C'est lui qui a dit « Hey, Catherine, je pense que tu serais un bon fit. » Fait que je crois vraiment beaucoup. En fait, je suis quelqu'un qui investit beaucoup dans son réseau. Mais moi, j'aime les gens de manière générale, puis j'aime l'aider. J'aime aider les gens. Je fais une petite parenthèse. C'est drôle parce que il y a beaucoup de gens qui m'ont approché pour partir des business avec eux. Puis c'est une des raisons pourquoi je suis partie ça a été très dur de partir de chez Workleap parce que j'ai tellement aimé mes années, puis j'ai tellement aimé travailler avec Simon et JR, mais je ressentais un besoin aussi de partir ma propre chose. Mm-hmm. Puis je voyais des business qui se partaient, puis on dirait que je m'imaginais moi bâtir ma business, puis on dirait que je le sentais pas de bâtir une entreprise SaaS. Mais tu vois, c'est parce que finalement ce que je devais bâtir, c'est une entreprise plus d'aide aux entrepreneurs. Fait que c'est ça mon X dans le fond là. Fait que c'est. Pour revenir au réseau, Kat. Ouais. J'ai l'impression que tout le monde dit c'est important le réseau ça a sauvé ma vie, ou le réseau ça va t'ouvrir des portes. Puis je suis d'accord avec ça. Puis je suis un champion de ça. Mais on dirait que si tu me demandais un conseil pratique de comment tu investis dans ton réseau, comment tu développes ton réseau, on dirait que je serais pas capable de donner un conseil qui est pas awkward ou genre, je sais pas. Comment on aiderait les gens à comme s'allumer là-dessus, genre? Mais c'est un peu là où j'allais quand je disais comme je veux une business pour aider les entrepreneurs. Moi, j'ai bâti mon réseau en étant généreuse de mon temps puis en offrant beaucoup mon aide. Donc, j'aide beaucoup mon réseau puis mon réseau me redonne. Disons là, je te donne un exemple. Ça peut être autant m'impliquer dans une cause. Par exemple, je suis la chairman du board de Espace pour la vie, le biodôme, insectarium, etc. Donc, par mes implications bénévoles, je rencontre plein de gens que j'aide qui par la suite, Catherine, elle m'a tellement aidé, je vais l'aider comme on est humain dans le fond là. Puis je suis la personne aussi que les gens appellent en disant hey j'ai un chum qui essaie de faire XYZ, tu pourrais-tu y parler? Parfait, donne-y mon numéro de téléphone après que ma fille soit couchée, je vais l'appeler. Comme j'ai toujours été super généreuse de mon temps, mais à l'inverse, moi aussi je demande beaucoup de mon réseau. Par exemple, quand j'ai parti la pratique de M&A, la première chose que je l'ai mentionné un peu, la première chose que j'ai fait, c'est que je suis allée. En fait, c'est peut-être même des gens que je connaissais pas. Là. J'ai écrit sur LinkedIn à plein de monde hot en M&A à Montréal. Puis j'ai dit, hey, je pars une pratique de M&A, comme j'ai besoin de tes conseils. Puis la réalité, c'est que la plupart des gens, ils le font pas parce qu'ils sont gênés. Hey, voyons donc, comme pourquoi il va me. Mais la réalité, c'est que même moi, quand on m'approche pour ça, c'est sûr que je dis oui, là. À moins que ça soit comme, je sais pas trop ce que je veux faire de ma vie, tu veux-tu m'aider à... Si la personne, elle a une demande spécifique, puis je sais que je peux lui ajouter de la valeur puis l'aider, tu sais, je vais le faire. Fait que j'ai demandé de l'aide à mon réseau, puis à l'inverse, après ça, quand j'ai bâti ma pratique M&A, mais là, quand les gens me demandaient, je pars une pratique M&A comme aux États-Unis, etc., ou au Canada, comme tu peux-tu m'aider, je les aidais. Fait que pour moi, bâtir le réseau, ça passe beaucoup par qu'est-ce que tu as à offrir à ton réseau, puis essayer de bâtir là-dessus. Fait que si j'essayais de résumer, c'est genre un peu être généreux avec son temps, être utile pour les autres, puis ne pas être gêné de demander quand toi t'as besoin. Oui, je pense que oui. Ouais. Puis de commencer jeune, tu sais, j'ai commencé. Il y a le meilleur moment de commencer, c'est clairement pas aujourd'hui. En fait, c'est aujourd'hui, là, tu sais, c'est comme le plus tôt possible. C'était hier, mais c'était pas aujourd'hui. Mettons, moi, déjà, là, à l'université, quand j'avais 18 ans, tu sais, j'étais allée à l'université, 19 ans, j'avais déjà passé du temps en Chine, puis là, je revenais à Montréal faire mon bac en affaires. Puis là, il y a un groupe qui partait une association pour les jeunes. Ça s'appelait l'Association Québec-Asie pour le droit et les affaires. OK.
Puis, t'habites en Chine, tu voudrais-tu nous aider? Ben, parfait. Comme, je vais donner de mon temps. Puis là, tu sais, j'étais jeune, là, j'avais 19 ans, je pense, là, mais j'ai aidé à organiser des événements ou comme, puis j'avais pas tant d'expertise à offrir, mais j'avais mon temps, puis je pouvais faire de la coordination, puis ça m'a permis de rencontrer plein de monde puis en fait, c'est drôle, à ce jour-là, j'ai des amis de cette époque-là qui maintenant m'ont aidé beaucoup dans ma carrière ou plus tard, là. Donc, puis c'est parce que je les ai aidés quand j'avais 19 ans, tu sais. All right, folks. Le Spotlight partenaire du mois, c'est Charbel Farah avec Digital Growth Core, une agence marketing pour startups et SaaS. Charbel, il a 17 ans d'expérience en croissance avec des passages chez Google, Lightspeed. Puis dans notre capsule, on décortique quand le paid ou le SEM, c'est pas nécessairement le bon canal pour ta startup, mais aussi comment remettre l'attribution puis ton analytics au propre quand tu fais des campagnes. Puis il nous donne aussi des pro tips si tu veux booster ton marketing mais que t'as pas une scène. Check out ma convo avec Charbel dans les show notes ou la description, puis sur saspace.com/partenaire avec un S. Sinon, check him out directement à digitalgrowthcore.com, digitalgrowthcore.com. OK? De retour au pod. Puis là, je m'en vais un tantinet champ gauche, puis on n'avait pas planifié parler de ça, fait que tu me diras, puis au pire, on coupe, mais genre, j'aime ça aider. J'aime ça donner de mon temps, j'aime ça redonner, on l'a fait beaucoup pour moi. Fait que je suis down avec tout ça, là, tu sais. Mais la vérité, c'est que mon temps est limité, right? Genre, tu sais, toi, mettons, t'es maman, là, tu startes un gros chapitre de carrière, ça va prendre de ton temps. Je sais pas si tu fais du sport ou tu t'entraînes, tu sais, t'as une vie, là, tu sais. Mm-hmm. Puis là, t'es une figure un peu publique, mettons, puis là, le monde vient vers toi puis il demande de l'aide. Tu peux pas aider tout le monde, right? Ça, ouais. Which is, tu sais, c'est crève-cœur, mais c'est comme une réalité comme physique, là, tu sais, que t'as pas assez d'espace-temps pour tout. Comment tu dis non, genre? On dirait que j'ai comme... C'est tough pour moi, des fois. Au début, genre, j'écrivais, je me sentais donc mal d'expliquer pourquoi je peux pas prendre de temps pour t'aider. Puis des fois, j'ai juste commencé à Des fois, je peux juste pas répondre. Je réponds juste pas, parce que je suis comme, man, je peux pas, tu sais... Fait on dirait que je trouve ça tough, ça. Comment tu dis non à quelqu'un qui t'en demande de l'aide? Parce qu'on dit à tout le monde, demandez-en de l'aide, ayez pas peur, nan. Mais des fois, t'es comme, ouais, mais je peux pas t'aider, dans le fond. Ah, mais je comprends totalement. Puis ben, écoute, j'ai pas encore la réponse à ça. C'est correct. Mais c'est drôle parce que, tu sais, ma job était quand même différente avant chez Workleap. Mais en fait, elle va l'être différente aussi là, chez White Star. C'est que j'ai quand même une équipe. J'avais une équipe chez Workleap qui filtrait les startups. Mettons qu'une startup qui voulait... J'avais l'équipe qui filtrait la même chose chez White Star. Mais je te dirais, c'est quand même quelque chose que j'ai pensé beaucoup parce que... C'est ça, par la nature de notre job, on est des figures où les gens ils veulent nous demander conseil, mais je pense que tu sais de pas avoir je pense de dire non, c'est plate. Mais moi ce que j'aime faire c'est tu sais je vais dire oui quand là je pense que je peux vraiment ajouter de la valeur à cette personne-là. Parce que c'est pour ça tantôt je disais comme je sais pas quoi faire de ma vie, veux-tu m'aider à comme trouver ce que tu sais si je sens que la personne elle a un besoin qui peut être répondu par une autre personne, je vais la référer à une autre personne ou un podcast ou un blog ou comme t'as-tu lu ça, comme j'aime pas ça de dire non, tu sais. Donc ouais. C'est pas fou ça de trouver comme un détour ou un raccourci qui peut amener de la valeur à personne mais qui passe pas par ton temps nécessairement. Ouais, mais c'est ça, j'essaie de tu sais comme en fait quand les gens m'écrivent, j'essaie de dire mais c'est quoi ton besoin, qu'est-ce que tu veux? Puis si je vois vraiment c'est vraiment narrow puis effectivement, c'est vrai que moi je suis la meilleure personne pour répondre à ça. Mais si je vois que c'est quelque chose qui est générique, ben je réfère la personne vers ça puis ou ce que je fais, je vais dire comme OK, mais je vais être à tel événement au Startup Fest puis là comme tu sais viens me voir comme tu sais like bump into me, tu sais. Ouais, makes sense. Parce que c'est fucked up parce que demander ça coûte tellement moins cher en énergie que répondre. C'est-à-dire que c'est une asymétrie de genre, moi, ça me coûte rien de t'envoyer un LinkedIn. Worst case, si tu me réponds pas, genre, il n'y a rien qui se passe. Mais toi, prendre le temps de comprendre qui m'aider, prendre de ton temps, tout ça te coûte cher. Fait que c'est... OK, ben merci pour la petite parenthèse. Je sais pas comment je te le dis, on en jasera. Là, 100%. Puis toi, comment t'as-tu déjà des solutions, des choses qui te viennent en tête? Non, moi, dans le fond, j'ancre mes refus, je les laisse clairs, mes refus. J'aime pas trop ça l'ambiguïté. Avant, j'étais comme, pas sûr, peut-être, relance-moi, on checkera, puis tout. Puis au final, t'es plus pas game de dire non. Assume-toi, tu sais. Fait que j'essaie de m'assumer plus, puis je les ancre dans le pourquoi je dis non, tu sais. Fait que si je te dis non, c'est parce que je dois prioriser
quelque chose, puis je te dis c'est quoi que je priorise. Fait que je te donne quelque chose que je suis même pas obligé de te donner. Je te dis, mettons, je priorise ma santé. Je priorise mon couple ces temps-ci. Je priorise ma compagnie. Puis j'ai des objectifs dans la compagnie que, en ce moment, ça prend tout mon temps. Puis c'est pour ça que je te dis non. Fait que, genre, I'm sorry. Genre. Fait que, tu sais, d'assumer, puis pas trop laisser de place en interprétation. Ouais, c'est sûr. Par respect pour l'autre personne aussi. Fait que, I guess, j'ai ça, mais, tu sais, c'est un work in progress, en esti. Kat, là, t'avais déjà, genre, des startups de partout dans le monde que tu t'analysais, que t'avais une loupe, puis tu checkais peut-être pour des M&A. Mais là, tu vas avoir une autre loupe, I guess, qui est comme, genre, dans laquelle je veux mettre du cash, tu sais, dans mon fonds avec White Star. Avant de rentrer vraiment dans des spécifiques par rapport à tout ça, je me demande juste, y a-tu des inspirations, des startups québécoises ou canadiennes qui étaient comme, c'est fucking cool ce qu'ils font pareil, ce monde-là, ou ce qu'ils ont fait, puis juste voir quel genre de compagnie t'as là. Ben oui, tellement. Comme j'ai dit, je trouve ça beau de voir comme ce qu'on fait maintenant au Québec. Là, on a comme on fait des belles choses au Québec. On est aussi particulièrement bon, je trouve, pour faire du bon produit. Simon, il dirait là, du taste pour produit. Puis ça, si tu parles de quelqu'un qui a fait des trade shows aux États-Unis, là, on fait du beau produit au Québec. Mais je te dirais, je suis quand même une fille qui cherche beaucoup de sens dans ma vie. OK. Qui est, bon, excuse-moi mon anglicisme, le purpose-driven, là. Ben good. Mais c'est sûr que moi, une start-up qui va travailler sur un enjeu important, c'est sûr que c'est ça un peu qui me drive. Fait que, est-ce qu'il travaille sur quelque chose qui est important, qui me fait vibrer comme enjeu? Puis, c'est qui est derrière? Comme, c'est qui le genre de personnes qui sont derrière? C'est quoi les fondateurs? C'est quoi leurs valeurs? Puis, mon Dieu, comme, est-ce que j'aurais du fun avec eux? Tu sais, moi, la vie est courte, j'aime ça avoir du fun. Fait que, c'est sûr que c'est important. Puis je donne un exemple. Par exemple, j'ai une de mes meilleures amies, elle s'appelle Anna Schiff. C'est elle qui a parti une écofondatrice de Dialogue. Un gros succès. Ouais, un super beau succès. Une femme en plus, yes. Let's go. On aime ça. Puis elle vient de partir Coral, qui est une plateforme de télémédecine pour les femmes en périménopause puis ménopause. Puis c'est tellement un sujet qu'on ne parle pas assez, malheureusement. Puis on se dit, ménopause, c'est ma mère. c'est comme... Mais non, mais ça commence à 35 ans, la périménopause. Le fait qu'il y a des femmes que ça affecte vraiment tôt. Fait que moi, la mienne a commencé. Ben, ça dépend. Chaque personne, chaque femme est vraiment différente. Tu vois? OK, je vois. Oh, les 4. Ça fait une coupe que j'essaie de t'envoyer. Je vais arrêter. Excuse-moi, je sais pas, on dirait que j'ai eu comme un... J'ai pensé que tu me parlais de ta blonde ou je sais pas quoi, là. Mais non, effectivement, non, Mais j'ai déjà entendu que les hommes avaient quand même un enjeu d'hormones quelconque. Mais bon, c'est pas mon sujet. Pas trop. Fait que périménopause, ménopause, c'est important. Là-dessus, c'est vraiment un problème vraiment important. Puis, c'est ça, elle permet à des femmes d'avoir accès à des services spécialisés parce que les médecins de famille sont pas formés pour ça. Donc, de Coral, malade. Après ça... c'est Anne, son nom? Anna, pardon. Ouais. Anna, si tu veux venir sur le pod, tu m'écriras. Yes, on s'en parle, Anna. Frank, bon choix de podcast. Fait que ça, c'en est un. Sinon, j'étais sur le comité aviseur de Novisto, qui est une plateforme de ESG. Puis écoute, c'est sûr que c'est pas le sujet de l'heure là, avec Trump et tout, mais moi je suis une éternelle optimiste, puis j'ai été aussi une exec, puis je sais que quand il faut que tu fournisses un rapport ESG ou quand t'es compagnie publique, il faut que tu fasses ton... Fait que nécessairement, si l'exec, faut que tu approuves un rapport, t'es obligé d'en parler. Fait que de forcer les conversations, moi j'aime ça, fait que go Novisto, on continue dans cette direction-là, puis j'aime beaucoup Charles, fait que je te dirais que ça sera un autre. Cool. Sinon, ben on a déjà quand même avant de lever le fonds de White Star, on avait déjà commencé des conversations avec des compagnies, puis on est déjà quand même avancé. Ouh, nice. Avec certaines compagnies. Ça, on n'aura pas de thé chaud là-dessus. Là. Tu vas pas nous spill the tea. Je vais pas spill the tea, mais je peux quand même dire qu'il y a une des compagnies avec lesquelles on a signé un term sheet qui travaille beaucoup à régler un enjeu de pénurie de main-d'œuvre qu'on a au Québec. Et cette pénurie de main-d'œuvre-là crée beaucoup d'enjeux sociaux au Québec. Très cool. Fait que nice teaser. Nice petit teaser. Exact. Ouais, mais comme je t'avais dit, offline, je viens d'interviewer Valérie Larochelle d'Eugéria, puis ça, c'en est un enjeu là, qui te fait vibrer, puis que t'es comme moi, je fais pas juste mettre du cash dans une machine à cash, c'est aussi une machine à amélioration, changement social à plein niveau. En tout cas. C'est sûr. Mais c'est sûr que, tu sais, en même temps, à la fin de la journée, comme c'est pas toutes les business qui sont faites pour rentrer dans le modèle VC là. Tu sais, à la fin tu sais, le modèle de VC là, tu sais, mettons nous on va investir dans 30 compagnies dans notre fonds. OK. Fait que les 30 compagnies, on le sait que bâtir une business, c'est vraiment difficile, puis probablement que la moitié vont pas réussir. Donc, t'en as
Pour que ça fonctionne, le fonds, il faut qu'il y en a quelques-unes qui sont des gros succès. Outliers. Fait qu'à chaque fois qu'on regarde une business, il faut que ça rentre dans ce modèle-là. Faut qu'on pense, est-ce qu'on pense que cette compagnie-là, elle va pouvoir générer 100 millions de revenus à un moment donné, tu sais? Donc... Fait que pourquoi tu fais le switch à VC de bon, s'il y a plus de risques, tu vas déployer plus de capital, mais de ce capital-là, il y en a plein qui ne verra pas de retour parce à cause des stats, là, puis la distribution du risque en VC. Puis alors qu'en M&A, c'est comme tu as peut-être plus de chances que ça fonctionne. T'as-tu l'impression que tu avais fait ton bout? Genre, je veux comprendre ta motivation à toi, Kat, de genre, non, là, j'ai envie de faire du VC puis je change. Pourquoi tu changes? Pourquoi tu pars de chez Workly? Ben, tu sais, Workly, j'étais là pendant presque 9 ans. Puis j'ai adoré ça. Je reste et je vais rester toute ma vie une grande ambassadrice de Workly. Puis là, je suis pas partie. En fait, ça a été très difficile. C'est mon lycée, là, comme, ça a été dur, là. J'ai pleuré beaucoup, là. C'était ma famille, là. C'est l'école de la vie, là, Workly. Mais c'est sûr que, tu sais, ça faisait presque 9 ans que j'étais là. Je sentais que j'avais fait le tour de ce que je pouvais faire, mais aussi, ils m'ont donné le goût, les gars, et la confiance de bâtir ma propre business. Fait que j'avais le goût, tu sais, à la fin de la journée, c'est la business de Simon puis JR, là, tu sais, Workly. Fait que... Mais je peux-tu push back là-dessus? Parce que ça fait une couple de fois que tu dis bâtir ma propre business. Puis je me dis, est-ce que c'est parce que c'est... Comment tu me définis ça par rapport à travailler avec White Star? Sais-tu que c'est ton propre fonds? Oui, c'est mon propre fonds. Ça n'existe pas. Là. On n'a jamais fait de seed. Il faut bâtir l'équipe, il faut bâtir notre stratégie, il faut bâtir... OK. Oh oui, je vois vraiment ça comme... on n'a jamais fait ça avant. Là. Fait que je vais pas prendre... c'est sûr qu'il y a des éléments de la recette de White Star puis des ressources que je vais prendre, mais il faut revenir un peu à la table à dessin. Et en passant, je bâtis ça avec... J'ai un co-partner aussi, là, juste pour être clair, à Toronto, qui s'appelle Sanjay, que lui est dans la firme depuis 8 ans. Donc, je bâtis ça ensemble. Mais moi, je suis la partner au Québec, puis lui, il va faire plus le reste du Canada. OK. Nice. Très cool. Qu'est-ce que je voulais dire? Ben, oui, moi, je vois quand même ça. Puis, comme je t'ai dit, je veux pas bâtir ça pour juste faire du VC. Je veux bâtir un fonds qui a une raison d'être aussi. Là. Pas juste de faire du cash. Là. Ouais. Je veux avoir un impact dans l'écosystème. Puis, tu me demandais le switch. Je pense qu'avec tout ce qui se passe au niveau géopolitique, etc., comme... Je veux qu'on en bâtisse d'autres, des succès comme Workly au Québec, là, puis il faut qu'on soit, tu sais, faut qu'on renforce notre économie. La réalité, là, c'est plate à dire, là, mais les grosses compagnies blue chip qu'on connaît au Québec, là, c'est pas eux qui vont créer de la richesse. À un moment donné, ils sont comme arrivés à la maturité, puis ils vont pas doubler de taille, là, tu sais. Fait que si on veut créer de la richesse au Québec puis des emplois, ben ça passe par créer des nouvelles entreprises. Puis c'est tough, là. Puis oui, effectivement, la plupart il y en a plusieurs qui vont tomber, mais là-dedans, il y en a qui vont devenir des Workly. Ben je l'espère, c'est ça mon plan. Fait que c'est ça qui me motive. C'est d'avoir un impact au Québec et au Canada. Un timing plus micro-personnel par rapport à ta carrière, puis aussi un timing plus macro par rapport au marché, puis la géopolitique de la chose un peu qui fit, puis qui rend cette opportunité-là excitante pour toi maintenant. Oui, puis il y avait aussi l'enjeu femme aussi. L'enjeu femme? L'enjeu que les femmes sont sous-représentées dans les... en Amérique du Nord, il y a 2% des entreprises qui sont financées, qui sont fondées par des femmes. Donc, c'est épouvantable comme statistique. Donc, il y a plusieurs raisons qui expliquent ça. Là. De un, il y a, malheureusement, pas assez de femmes qui bâtissent des entreprises. Puis après ça, pour les femmes qui bâtissent une entreprise, il y a quand même, on va se le dire, un enjeu. Je pense que je suis pas gênée de dire ça en ligne parce que je l'ai vu, je connais des femmes entrepreneurs qui sont passées par là. C'est plus difficile lever du capital quand tu es une femme. Ouais. Il y a des études là-dessus. Là. J'invente rien, puis je l'ai vu en plus à l'œuvre. Puis je peux le croire aussi. La réalité, c'est que les VC, là, c'est pas des robots. Là, comme on n'est pas des robots, on est des humains. Fait que c'est sûr que t'as pas de boule de cristal, t'essaies de dire, c'est une bonne compagnie, ils vont-tu réussir ou pas? Fait que c'est sûr que quand t'évalues le fondateur, ben t'as des biais. Ouais. Tu cherches quelqu'un que tu as des éléments en commun avec lui. Fait que c'est sûr que si il y a moins que 15% en Amérique du Nord des GP qui sont des femmes, ben là, il y a moins de monde qui ont des biais de proximité avec des femmes. Fait que il y a aussi un élément que j'espère avoir un impact sur cette statistique-là. Là. Ouais, c'est très cool. C'est bien formulé. Puis, tu aurais pu avoir un impact sur le landscape d'innovation au Québec en tant que VC ou
sur l'entrepreneuriat plus qui est drivé par des femmes, tu aurais pu avoir cet impact-là dans n'importe quelle boîte de VC? Tu pourrais faire l'argument. Pourquoi White Star plus qu'une autre, mettons? Écoute, White Star, je te cacherai pas que je pense pas que j'aurais fait le saut pour n'importe quelle autre boîte. Okay. En fait, pour une autre boîte au Québec, quoique j'ai beaucoup de respect pour les autres investisseurs, mais White Star, quand Christophe m'en a parlé la première fois, puis je connaissais aussi GF, le fondateur de White Star, ça m'a tout de suite allumé parce que White Star, c'est un des seuls fonds globaux au Québec. Donc présence au Québec. En fait, comme c'est un fonds, ça reste quand même un fonds québécois. Là. C'est quand même 2 Québécois qui ont parti ce fonds-là, mais c'est un fonds global. Mm-hmm. Puis comme je t'ai dit, moi, je pense qu'il faut absolument que les compagnies se pensent global comme dès le départ. Puis je pense que c'est une des firmes qui peut vraiment, puis on l'a vu, on a eu du succès avec des entreprises comme Nubo, par exemple, Fred Bastien, qui était un de nos compagnies, dans le fond, qui avait une présence globale, puis c'est pour ça qu'ils ont eu du succès aussi. Donc, ils ont eu du succès aussi parce que White Star a un énorme réseau international. Ah, parfait, tu veux, tu as tel business dans tel... OK, super, on connaît les gens au plancher chez L'Oréal à Paris, parfait, on te met en contact. Donc, on a vraiment un réseau international pour aider. Donc, pour moi, le fait que c'est une plateforme internationale, c'est vraiment quelque chose c'est une des raisons pourquoi je voulais aller là. Deuxièmement, c'est quand même une business d'humain. OK. T'sais, on l'a dit, là, je veux dire, tu choisis les fondateurs parce que tu as des biais de proximité, mais c'est pour ça que pour moi, qui sont dans la firme, qui sont mes partners, c'est super important. Puis les gens de White Star, pour moi, je trouve que c'est des gens super terre à terre, comme they're not assholes. Comme je trouve que c'est du bon monde. Puis on se connaît, Chris puis moi, on se connaît depuis 20 ans. Puis aussi, je cacherai pas que j'ai moi-même fait mes devoirs avant d'aller là. Puis j'ai parlé à des fondateurs à mots couverts, un peu comme qu'est-ce que tu penses de White Star, ton investisseur. Ils savaient pas que j'allais faire ce move-là. Smart. Puis la réaction était toujours super positive. J'ai eu du genre comme quand ça va mal, la première personne que j'appelle, c'est GF. Ou c'est Chris. Donc, beau signal, ouais. Donc, je te dirais ça. Puis, le fait que c'est une plateforme internationale, puis les gens là-bas. Puis aussi, on va se le dire, tu sais, c'est pas facile de faire du VC, là. C'est pas facile de réussir, puis c'est quand même une firme qui a un super bon track record, qui a eu beaucoup de succès, donc c'est sûr que de rentrer dans cette machine-là qui est déjà bien huilée puis qui fonctionne bien, c'est comme une plateforme qui a comme les moyens de tes ambitions. Exactement, ouais. Nice. Puis aussi, juste pour finir, moi et SNG, je trouve que mon partenaire à Toronto, on est vraiment complémentaires. Moi, je suis plus entrepreneur, street smart, j'ai fait plein d'affaires. Puis lui, il a passé sa carrière plus en VC, mais il a aussi fait du VC à Singapour et tout. Il a vraiment un profil international. Puis super data-driven. Puis en fait, c'est une des choses qu'on veut faire. Là. White Star, on vient de sortir Atlas, qui est une plateforme publique où les startups peuvent aller voir quelles sont les métriques de SaaS aux différents stades. Fait que c'est comme, hey, je vais lever dans tant de mois, comme, OK, ça ressemble à quoi des métriques? C'est quoi les genres de métriques que les VC vont vouloir voir? Ben, on ouvre nos livres pour pouvoir... C'est qui faisait ça? C'est Benchmark? C'est qui avait un genre de benchmark? Bessemer Ventures? Il y avait Carta. Ah oui, c'est ça. Oui. C'est-tu similaire? C'est un peu similaire, mais là, ça n'existe plus. Ils ont pas First Mark, mais excuse-moi. First Round Capital? Il y avait une autre firme qui fait ça. Je sais pas pourquoi ils ont arrêté. Mais dans le fond, puis on le mettra dans les show notes. Oui, exactement. Mais ça n'existe plus. Ils le font plus maintenant. Mais tout ça pour dire que lui, il est vraiment data-driven. Puis je pense que pour réussir en VC, comme je t'ai dit, on va en faire 30 investissements là, dans la firme. Fait que il faut que le fait qu'on soit data-driven, puis qu'on dise, on en a fait des deals, on sait qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, ben c'est sûr que ça me donne le goût de me joindre à une machine qui a un peu le début de comprendre c'est quoi la secret sauce. Hein? Let's go, la sauce secrète. T'as dit que c'était dur faire du VC quand même. Mettons qu'on zoome in sur Canada, Québec, le paysage du VC au Canada, Québec. C'est quoi nos forces? C'est quoi nos faiblesses? T'as-tu des takes là-dessus? Ouais, mettons qu'on parle des compagnies.
Je pense qu'on peut se dire qu'au Canada, je pense que je l'ai déjà dit, là, puis je le dis pas pour nous faire plaisir. Là. Je pense qu'on est vraiment bon pour faire du produit. Les startups, mettons. Les startups. Okay. On est bon pour faire du produit au Canada, particulièrement au Québec. On a vraiment un désir d'offrir des belles expériences utilisateurs. Je l'ai vu, j'allais dans les trade shows, puis là, je regardais, mettons, des compagnies américaines, leur genre de produits, je me disais, oh my God. Mais les Américains sont vraiment bons en mise en marché. Le produit va se rendre à toi, là, tu sais. Donc, ça, faut qu'on s'améliore peut-être une faiblesse qu'on a à travailler, là, tout ce qui est mise en marché. Fait que je te dirais, on est bon pour faire du produit, puis on est des super talents, là, avec, par exemple, en intelligence artificielle, en gaming, en fintech, avec tout notre réseau des universités et tout, on a des super talents là-dedans. Donc, je dirais que ça serait ça, peut-être les positifs du côté startup. Après ça, on a parlé de travailler sur la mise en marché. On est peut-être moins bon là-dedans. Puis après ça, je pense que j'aime pas ça dire... Des fois, les gens ils disent « on manque d'ambition ». Puis ça, j'aime pas ça. Je pense pas qu'on manque d'ambition. Je pense pas que les entrepreneurs, ils bâtissent leur business puis ils se disent pas hey, « moi, je veux bâtir une grosse business ». Tu sais, ils veulent bâtir une business à succès. Là. Je pense pas que nos entrepreneurs au Québec ont pas d'ambition. Mais je pense qu'il manque d'entrepreneurs qui sont capables de visualiser qu'est-ce que ça prend pour bâtir une business qui fait 100 millions de revenus. C'est quoi le chemin qui va me rendre là? Puis comme, hey, moi, je suis capable de me rendre là. Donc, je pense qu'il me manque un peu ça. Peut-être un côté d'éducation un peu de comme, qu'est-ce que ça prend? Il y a beaucoup des mots que tu dis qui me font penser à ce que Guillaume Jacquet de Vasco me disait, là, que genre, il y a un playbook puis des méthodes de engineer ta croissance, ton go-to-market, puis ça, il faut juste que le monde le comprenne plus pour qu'on en aille plus qui passe dans cette track de croissance-là. Genre. Exactement. Puis surtout, là, écoute, on s'en va dans une autre tangente, là, mais on va se le dire, ça va devenir de plus en plus facile de créer du produit. Avec tous les produits out there, là, c'est incroyable. Les produits numériques, là, un moment donné, là, j'étais sur une plateforme que ça, on pourra le mettre dans les notes, là. Ça, tu prends un screenshot de l'interface, puis là, ça rebâtit ton produit. Ouais. C'est malade. C'est capoté. C'est tellement on le mettra dans les notes. J'ai une blanc de mémoire du nom, là. Bolt, Lovable, V0. Ah, c'est peut-être... je sais pas. Non, mais ça, c'est différent. Ben, est-ce ils prennent ça, les screenshots, puis parce que je sais que tu peux... Mais en fait, tu fais ton design, puis là, ils donnent le code, en tout cas. Ça, mais là, c'est comme une step plus loin, là, où est-ce que tu prends un screenshot d'un produit existant, t'as pas besoin de bâtir le design, en tout cas. Incroyable. Puis, bref, je dis tout ça parce que ça va être de plus en plus facile de créer un produit. Je pense qu'on a quand même un avantage comparatif au Québec parce qu'on est bon dans créer un produit avec une bonne expérience utilisateur, etc., et tout, mais quand même, le marché va se faire noyer de produits. Fait que ça va être encore plus critique, ta mise en marché. Comment tu rejoins tes clients? Je sais que nous, chez Workleap, c'était un problème. Les gens, ils lisent plus ton newsletter. Ah, mais ils lisent la newsletter. Ça se passe, là. Frank, le monde s'en crise de ton courrier. Mais tu sais, c'est vraiment dur de faire du... tu sais, tu peux du SEO, des Google... Tu sais, en plus, tu sais, là, il y a 5 ans, tout le monde faisait des Google Ads, mais là, tu peux faire des Google Ads. C'est rendu sur ChatGPT. Comment les gens te trouvent? C'est tough. Fait que je pense qu'on se relève les manches puis qu'on devienne un peu meilleur en mise en marché. Mais en fait, Vasco, c'est super. On va faire un plug pour Vasco, là. Ben justement, une de mes prochaines questions, Kat, c'est quand tu vas commencer à vouloir le déployer, le capital, ou tu as peut-être déjà commencé à parler d'un term sheet, whatever. Ma question, c'est comment tu vas identifier, mettons, des bonnes opportunités d'investissement, quand tu vas sourcer tes deals. Est-ce que une des dimensions, ça va être potentiel ou savoir en commercialisation ou en mise en marché des founders, genre? Ou parle-moi de ton sourcing en général, comment tu penses go with it? Ben, j'aime ça comment ça se passe le sourcing chez White Star parce que c'est exactement comme fonctionnait chez Workleap. On fait autant du top-down que du bottom-up. Fait que on est quand même un VC généraliste parce que, bon, nous, notre position, c'est que c'est dur d'être un spécialiste en VC au Canada parce qu'il y a pas on n'est pas aux États-Unis, là, il y a pas
tant de deal flow. Fait qu'on préfère être un investisseur généraliste. Nous, ce qu'on veut faire, c'est faire des bons deals. Là. Fait qu'on aime mieux être plus large, mais on a des secteurs d'intérêt. On a fait des années de recherche sur des différents secteurs puis pour dire, OK, là, on croit que c'est possible de bâtir une entreprise qui va faire 100 millions de revenus dans tel secteur. Je te donne un exemple, cybersécurité, par exemple. Donc, on a identifié des secteurs, puis on part de là, puis on dit, bon, OK, parfait, en Amérique du Nord, on a un fonds américain, mais en fait, on est quand même plus restreint. Là, quand je dis Amérique du Nord, c'est surtout Montréal, Toronto, New York. On a un bureau à New York aussi. C'est pas le sud du Mexique, mettons. Non, on va pas aller à San Francisco. Là. Je pense que c'est déjà assez crowded en VC là-bas. Là. Mais on a quand même un angle quand même intéressant à New York. Donc, on part du secteur, puis après ça, on dit, bon, c'est qui les entreprises? On regarde c'est qui les entreprises, puis on les contacte, on essaie d'établir la relation avec eux. Fait qu'on a une partie top-down, puis on a une partie bottom-up, soit par ça fait plus que 15 ans qu'on existe, donc on a quand même investi dans beaucoup de business, dont des business à succès. Fait qu'on utilise notre réseau de fondateurs qui nous recommandent à eux d'autres fondateurs qui démarrent leurs entreprises, ou on a tout simplement les gens qui nous écrivent, ils connaissent White Star, puis ils veulent avoir du financement. Fait c'est un peu comme ça que ça fonctionne, le sourcing. Puis après ça, comment on évalue, tu sais, un VC, oui, on a toute notre approche, mais à la fin de la journée, là, tu penses-tu que ça peut-tu être une business qui est scalable, hein, qui peut atteindre 100 millions de revenus? Comme, est-ce que la taille du marché est assez grosse? C'est-tu la bonne solution? Puis c'est-tu la bonne équipe de fondateurs? C'est sûr. Puis quand tu regardes l'équipe de fondateurs, tu sais, c'est sûr que t'en as vu beaucoup des founders, toi. Oui, j'ai vu beaucoup de fondateurs. En fait, ce qui est vraiment super, c'est que j'ai non seulement vu beaucoup de fondateurs dans mes années, mais j'ai aussi vu beaucoup d'exécutifs chez Workleap. Intéressant. Beaucoup de leaders, etc., qui sont passés dans l'aventure Workleap. Donc, puis c'est plate à dire, mais ce que j'ai constaté, c'est que c'est très dur d'être un fondateur. On demande tellement du fondateur, mais la réalité, c'est que tu peux pas être bon dans tout. Fait que le plus important, je pense, est-ce que tu as un fondateur qui est bon dans certaines... il faut que est-ce que le fondateur est passionné par son secteur? Est-ce qu'il y a une fine compréhension en profondeur? Puis ça, profondeur, c'est vraiment important parce que des fois, tu as des fondateurs qui ont l'air de connaître le marché, mais ils n'ont pas le niveau, mettons, de dire, OK, ben là, ils n'ont pas le niveau de profondeur dans leur... Fait un certain profondeur dans la compréhension du marché, ça, c'est un. Puis après ça, la connaissance de soi, c'est quand même important. C'est sûr que nous, comme VC, on va regarder beaucoup ça parce que, comme je t'ai dit, le fondateur, il peut pas tout avoir. Fait que le fondateur, est-ce qu'il connaît qu'est-ce que c'est ses forces et faiblesses? Et est-ce qu'il s'est entouré d'une équipe pour padder ça? Et est-ce qu'il leur laisse ta place? Est-ce que ces gens-là, ils vont fitter ensemble? Fait que oui, c'est super important. Psychologique là, d'évaluer ce côté-là. Mais moi, c'est pour ça que ça me fait triper ce stade-là d'entreprise. C'est vraiment hâte. J'ai hâte de voir ça va être quoi dire ce que tu vas faire, homie. Ouais. Puis ton rôle auprès de ces founders-là, mettons une founder que tu finances, là, t'es-tu du genre à signer un chèque puis à dire on se repasse un CA une fois par année puis good luck girl, ou genre tu vas être full hands-on, ou genre je sais pas c'est quoi la proximité que les VC ont, ou si ça varie. Parle-moi de ça. Oui, ben écoute, une chose est sûre, tu sais, je veux pas prétendre être le fondateur. Là, je veux dire, la personne qui est la mieux placée pour gérer la business, ça va être clairement le fondateur. Puis pour moi, c'est vraiment, comme j'ai beaucoup respecté Simon puis JR, comme j'ai un énorme respect, puis je veux préserver ça dans ma relation de VC. Là. Je veux pas commencer à gérer, la personne qui est la mieux placée pour gérer, c'est clairement le fondateur. Ceci étant dit, chez White Star, nous, notre stratégie, c'est qu'on rentre avec conviction dans les deals, puis on fait un gros chèque, puis on prend généralement un siège sur le board. Gotcha. Donc, par exemple, si le fondateur fait une round de 2 millions, on va peut-être donner 1,5 million dans la round, puis pour un certain pourcentage, entre 10 et 15. Okay. Puis on va prendre un siège sur le board. Donc, on joue quand même un rôle actif. Toi, tu vas être sur des boards? Oui, c'est ça. Ou tu vas nommer du monde qui vont être sur... je veux dire, chaque cas va être vraiment différent, là. Mais oui, je vais être sur des boards.
Puis, mais moi, comment je vois ça, c'est que la force de White Star, c'est surtout le réseau puis l'appui. Donc, je veux plus être un strategic advisor, comme, tu sais, de dire, tu sais, ou la personne qui va mettre en contact, ah, parfait, t'es dans tel domaine, mais génial, on a tout ce réseau-là de clients, je te mets en contact avec ces clients-là, ou fournisseurs, ou t'as besoin d'un talent en X, en produit, t'as besoin d'un nouveau Chief Product Officer ou Chief Technology Officer, parfait, comme, tu sais, par notre réseau, on a des candidats à te référer, ou t'as telle problématique. Là, tu m'appelles, il est vendredi 9h, là, comme, il y a telle affaire, là, ça marche pas, là, tu sais. Qu'est-ce que je fais de code, tu sais? Fait que être un peu le sounding board, c'est un peu comme ça, mais je veux vraiment quand même préserver l'autonomie puis tu sais, un peu respecter le carré de sable de l'entrepreneur, là. C'est un peu... comment ça fait qu'on peut t'appeler à 9h le vendredi. Pas trop souvent. mais je pense que... Mais en même temps, moi, je veux être le VC qui est là quand ça va mal, là. Ouais, ben oui. Fait que des fois, c'est plate, là, mais... Mais là, tu t'en vas dans toute cette nouvelle aventure-là, puis il y a du beau, il y a de l'excitant, il y a de l'épeurant. Qu'est-ce que tu penses qui va être le plus tough pour toi dans ce nouveau rôle-là dans ta carrière? Tu sais, on vient de toucher à ça, mais c'est sûr que moi, j'ai été du côté de l'entreprise. Fait que peut-être d'un moment donné de dire, je pense que je vais avoir le goût de step in puis de le faire moi-même. Fait que, tu sais, c'est de respecter ce que je dis de comme, OK, ben là. C'est pas mon carré de sang. C'est pas mon carré de sang. Fait que des fois, peut-être que ça va me tenter. OK. Surtout, mettons, si je l'ai déjà vécu, je l'ai déjà fait. Puis, qu'est-ce qui est le plus tough en général à propos de travailler avec toi, tu penses? Qu'est-ce qui est le plus tough? Je pense que tu commences à me connaître, mais je suis quand même une personne assez intense. Donc, je pense que quand tu viens dans mon... quand tu viens dans mon environnement, je pense qu'il faut que tu sois prêt à être all-in. OK. Ouais. Avoir l'énergie. L'énergie, tu sais, en même temps, comme j'ai cette énergie-là parce que, je me connais. Je sais que j'ai aussi besoin de moments de pocket pour me ressourcer, comme, tu sais, je veux dire... c'est quoi une pocket pour te ressourcer, toi, mettons? Je t'ai dit que je viens de la Malbaie dans Charlevoix. Ouais. Fait que c'est fou, là, des fois, juste aller marcher je sais qu'à une certaine fréquence, il faut que je sorte de la ville, il faut que j'aille marcher en nature toute seule, puis faut que je parle à personne. J'ai besoin d'avoir zéro charge mentale, puis pas de simulation, puis... Tu fais ça à quel rythme, genre? Une fois par 3 mois? Une fois par année? En fait, au maximum, à tous les 3 mois... Là, je demande une grande faveur à mon chum. J'ai dit, là, j'ai vraiment besoin d'aller comme 1 ou 2 nuits out. Faut que je reset my brain. Okay. Fait que je te dirais que je fais ça. Sinon, même dans la semaine, c'est important de trouver des pockets de repos. Okay. Même quand je travaillais, puis je fais plus ces heures-là, mais à une certaine époque, là, quand j'étais chez Sykeman, je travaillais des 80 heures par semaine, là. Mais tu sais, je pense que j'ai été toujours bonne, puis je fais plus ça, là. Puis t'es un entrepreneur ou quelqu'un qui veut travailler chez White, inquiétez-vous pas, là. Je suis plus comme ça, mais je pense que j'ai toujours été bonne pour dire comme, ouais, non, ça me prend un break. Soit que faut que j'aille prendre une sieste ou faut que j'aille courir ou comme faut que j'aille faire du yoga, comme I don't know, mais comme j'ai besoin d'un, tu sais, je suis bonne pour trouver des petites pockets dans ma semaine pour me ressourcer. OK. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, mettons, à des founders de startups qui veulent lever du capital? Si tu en avais un à donner, là, mettons, on s'en va vers notre closing. Ce que je dirais, c'est que c'est de commencer tôt à développer ta relation avec les VC, définitivement. Nous, je te l'ai dit, on était très data-driven chez White Star, puis ce qu'on a noté, c'est que on avait beaucoup de plus de succès avec les entreprises, dont les fondateurs, avec les fondateurs qu'on avait une relation depuis plus que 1 an avec eux. Fait que ceux qu'on a fait un chèque right away, on a moins de succès que ceux qu'on a connus sur une période de 1 an avant de faire l'investissement. Makes sense, I guess. T'as plus d'exposure, tu peux plus décider, prendre le temps. Mais tu connais mieux le fondateur aussi. Tu as plus développé, tu sais comme c'est quoi tu sais mieux, c'est quoi ses forces et ses faiblesses. Fait que je dirais, c'est ça, de développer la relation toi avec les fondateurs, mais bien avant ça, je pense qu'il y a une période quand même de devoir d'apprendre à comprendre comme
d'un, t'es-tu une business qui est finançable par du VC? Tu sais, c'est quand même une grosse question, là. Puis tu veux-tu ça? Tu sais, mettons que t'es déjà profitable comme ça, comme, tu sais, à un moment donné, c'est un choix de vie, là, comme 100%. si quoi, tu sais, ça vient avec une certaine pression. Puis, tu sais, moi, je carbure à ça, mais peut-être que pour toi, tu vas être super malheureux là-dedans. Fait que, tu sais, question numéro 1, comme t'es-tu en train de bâtir une business, t'es-tu en train de bâtir une business qui va te rendre malheureux ou qui va te rendre heureux, tu sais? Fait que de ça, puis d'avoir des gens qui peuvent t'aider à comprendre un VC, ça pense comment? Pour que quand tu fasses ta première approche avec un VC, tu as déjà commencé à réfléchir à certaines questions. Tu sais, quand je parlais de la notion de profondeur, là. Dans la compréhension du marché. Compréhension du marché. Tu sais, je te donne un exemple. Tu sais, d'avoir visualisé, mettons, comme, ouais, OK, c'est un produit, là. Tu sais, t'as commencé ta business, t'as des clients qui sont comme, écœurant ton produit, ça sauve tu sais, ça sauve ma vie. Fait que là, t'es comme, super, moi, je suis en train de bâtir une business géniale. Mais t'es un peu dans ton echo chamber, puis là, t'es comme, ça peut devenir une méga business. Mais t'es un peu dans ton echo chamber, t'as ton réseau qui te dit que c'est un produit super, mais mettons que tu regardes les chiffres, là, des gens qui ont cette problématique-là, qui est un de ces top 3 problématiques, parce que ça, on l'a vécu chez Workleap, ça peut être une problématique du client, mais si c'est pas une de ces top 3 problématiques, ça va jamais arriver sur le top de la pile, puis il va jamais lâcher ton logiciel. Après ça, tu le caches pour l'acheter. Fait que des gens qui font ces critères-là, il y en a combien en Amérique du Nord? Hein? Puis, tu sais, ça arrive souvent où je l'ai vu chez Workleap aussi, des compagnies qui faisaient du B2B SaaS, puis eux, ils pensaient que la taille de marché, c'était ça. Mais finalement, quand tu regardes les faits, c'est surtout une niche de compagnie qui vit telle problématique, qui a une taille de 0 à 200 employés, mettons, tu sais, qui vont pouvoir acheter ton produit. Donc, fait les devoirs pour dire comme, mais c'est quoi vraiment la taille de mon marché? Tu sais, d'avoir des points de validation, puis de comprendre, c'est ça, comment ça passe un VC, puis un peu d'être capable de te mettre dans la peau de moi, je suis un VC, je vais poser quelques questions, puis après ça, de faire les devoirs en conséquence. Il va me poser cette question-là quand on va se parler, donc comment je peux, c'est ça, m'informer. C'est tous des bons conseils. Ouais. Je t'en ai demandé un, tu m'en as sorti 3, c'est parfait. Over-deliver. Let's go. Ça, c'est moi, ça. J'ai une petite question, le fun, puis une plus personnelle. Ma petite question, le fun, c'est, y a-t-il un SaaS que tu utilises ces temps-ci qui te fait triper, que t'aimes? Écoute, j'ai le classique, là. Moi, le Slack, là. Travailler des courriels, là. Puis là, je travaille plus à l'externe chez WhiteStar, fait qu'on recommence à avoir des courriels. Fait que Slack, c'est sûr, ça a sauvé ma vie. Puis là, bon, évidemment, le ChatGPT, comme tout le monde, là, c'est rendu mon best buddy, là. Ouais. Mais je te dirais, fait que les classiques, j'en donnerais 2 que j'aime vraiment beaucoup, là. Chez Workleap, on utilisait Loom. Oui. Puis, je crois beaucoup dans la nouvelle, dans l'évolution de comment on travaille. J'aime beaucoup travailler un mix de en personne puis en remote, puis d'être conscient que tout le monde un peu travaille à leur rythme. Fait que j'aime ça l'idée de comme j'enregistre une vidéo, au lieu de passer comme au lieu de me faire des meetings de 3 heures comme OK, mais on se partage du contenu au fur et à mesure ou avant comme ça, comme on focus notre temps en personne sur des discussions. Parce que, tu sais, à un moment donné, un meeting d'une journée, là, je l'ai vécu, là, à 2 heures de l'après-midi, là, les gens, ils n'ont plus de jus. Ça vaut plus rien, ouais. Fait que t'es mieux de dire, on va faire un meeting de 3 heures, mais la prep puis le transfert d'informations va être avant. Fait que Loom, j'aime bien ça, mais bon, c'est un évident, là. Mais je te dirais, ma nouvelle découverte, c'est Notebook LLM. Tu connais ça? Oui, Notebook LLM de Google, ouais. Oh my God. Comme tu l'utilises pourquoi? Tu feeds des recherches, là, comme, tu sais, dans le monde des VC, comme je t'ai dit, tu sais, on identifie des secteurs où on pense qu'on peut bâtir des business. Fait que, tu sais, puis c'est une partie de la job qui me fait vraiment triper, comme il faut constamment apprendre sur des nouvelles industries. Ouais, vraiment. Mais là, comme avec Notebook LLM qui est capable de me rendre smart sur une industrie quand même assez rapidement. Tu sais. Si tu laisses la fonction, mettons, de podcast pour... ils te font un podcast ouais, c'est pour ça, c'est malade. ça, j'adore ça. Ouais. J'adore ça, c'est malade. C'est-tu un ami VC ou un collègue VC qui t'a dit essaye ça? Oui, c'est WhiteStar. C'est Sanji, mon co-partner, justement. Intéressant. C'est le fun de voir comment les VC utilisent ce stack-là, ce software-là. Ouais. Nice.
Mais ouais, la fonction podcast est malade. Ouais. Vraiment. Ouais, il y a Émilie Carignan, qui est une amie à moi, qui est une fractional CMO, qui elle utilise beaucoup ça pour les interviews de clients Jobs to be done. Ouais. Fait qu'elle les feed toutes dans Notebook LM, puis elle peut créer des podcasts, des résumés à partir de ça, les filer à des founders, prendre des décisions avec ça. C'est quand même cool, man. Mais ce qui est cool avec... Mais en fait, ce qui est l'enjeu et aussi ce qui est cool, c'est que c'est quand même un outil versatile. Tu peux tellement faire de choses, mais c'est pas nécessairement intuitif. Ouais. Fait qu'il faut que, justement, tu parles avec des gens qui disent « Hey, je l'utilise comme ça, utilise-le comme ça. Ouais. Tu peux pas juste comme... Voilà ma recette. Voici, c'est pas... Mais ouais, c'est ça. Mais oui, je l'avais vu aussi comme de passer les entrevues ou même les meetings. Comme, t'as des meetings récurrents, mais parfait. Comme on a parlé de quoi, puis c'est quoi mes to-do. Comme, c'est super, ça, là. Ouais. Endless possibilities. Let's go. Let's go. 100%. La question perso, je te l'avais même pas envoyée en prep. Fait que si tu veux qu'on la dodge, on peut la dodge. On la coupera au montage, ça paraîtra même pas, inquiète pas. C'est une que je commence de plus en plus à poser sur le podcast. C'est si je te demandais de te définir ou de te décrire comme personne, mais que tu n'avais absolument pas le droit de faire aucune référence à ta carrière, ta job, ton emploi, comment tu me décrirais Code Catherine Ouellette-Dupuis? Ben, je pense que je dirais, je suis vraiment quelqu'un de, ça a drôle comme mot, mais bear with me, très intentionnel. On dirait que, oh my God, ma vie va tellement passer vite. Fait que d'être vraiment intentionnel sur comment je vis ma vie, autant professionnelle que personnelle, c'est super important. Je passe beaucoup fréquemment, là, comme, je me demande comme, OK, mais est-ce que j'investis bien mon temps dans mes différentes boquettes? Puis là, dans les 5 prochaines années, j'ai passé du temps où je veux accomplir ça, comme si c'est vraiment ça, comme je veux faire, parce que on est tellement sollicité à droite puis à gauche c'est tellement facile de te faire comme aspirer par la vie. Fait que je te dirais que l'intentionnalité, je pense que si tu parles à mes amis, quand ils vont dire intentionnalité puis bubbly, optimiste, je pense que ça serait ça, je te dirais. C'est vraiment beau. L'intentionnalité, puis c'est un trait que j'essaie d'émuler le plus possible. Le double edge là-dedans, c'est que genre, des fois, t'as tellement d'intentionnalité que tu startes des affaires, c'était ton intention, puis là, t'es comme pogné dedans, puis t'oublies que tu peux le changer. Tu sais, moi, ça me fait ça avec ma business. Des fois que je suis comme, genre, je travaille donc, moi, je suis tombé dead, genre, puis là, je suis comme, yo, c'est juste, c'est toi, là, dans le fond, qui a fait ça. C'est toi qui as fait ces décisions-là. C'est ton intention. Est-ce qu'elle a changé ton intention? Tu peux changer, tu peux embaucher quelqu'un, tu peux, genre, changer de quoi, tu sais. En tout cas, c'est un truc perso que j'ai droppé à moi, mais je suis content que tu m'aies partagé le tien. Ah ouais. Ouais, mais en même temps, écoute, moi, je fais ça depuis tellement longtemps. On dirait que j'ai comme commencé très tôt à faire ça. Fait que, tu sais, je me connais, puis je fais jamais un 180, tu sais. Je veux dire, c'est un peu... Fait que ça me fait pas peur de revisiter ça. En fait, je revisite ça tous les 3 mois, mettons. Nice. Puis ça me fait pas peur parce que je sais que, tu sais, mettons, White Star, comme, je suis là pour c'est un fonds de 10 ans, dans le fond, puis ça m'a pas je le sais que je vais comme... même si j'ai pas peur de revisiter ça parce que je sens que c'est ça comme s'aligner avec mes valeurs, mon sens de la vie. Tu dis que tu revisites. Est-ce que je suis sur mon X de est-ce que mon intentionnalité est claire, cristal, je suis en train de la respecter, de la suivre? Tu dis que tu revisites ça genre aux 3 mois? Non, pas aussi en profondeur que ça, là. OK. Non. C'est une fonction. Ma question, c'était, t'as-tu un rituel de genre, tu te rassis, tu recheck, ou c'est genre quelque chose qui roule dans ta tête automatiquement à chaque quelques mois, t'es comme, je suis tu sais? Non, mais dans un, c'est ça. C'est pas tant en profondeur, c'est plus un peu comme en ce moment, comme je suis heureuse, comme tu sais, j'ai du fun dans ma vie, comme comment je passe mon temps, tu sais, comment j'alloue mon temps entre ma famille, mon travail, puis qu'est-ce que j'ai fait dans le dernier mois, comme qu'est-ce que j'ai accompli, comme c'est comme ça que je veux vivre ma vie. Fait que tu sais, mais c'est pas c'est plus des petits pivots là, c'est pas comme un oh mon Dieu, c'est quoi le sens de ma vie. De toute façon, je l'ai déjà fait, puis on dirait que finalement je me dis finalement je suis sur la bonne voie. En tout cas, je l'ai assez fait pour me dire je pense que tu sais je continue dans ça. Mais je trouve que c'est important de faire l'espace. Fait que je dédie des moments à ça. Ben, l'espèce de marche en forêt ou d'avoir du temps off un peu de temps en temps que tu parles, ça en serait-tu de l'espace pour ça? Vraiment, parce que je trouve que si tu le fais juste en background, comme, ou des fois en background, douche, genre, quand ça roule. c'est parce que l'affaire, des fois, je trouve que, en fait, je fais ma marche, puis après ça, je fais ma réflexion, parce que je trouve que tu as besoin de prendre un step back par rapport à ta vie. Puis je le sais, des fois, je repense à ma vie
puis je suis dans quelque chose, puis là, je regarde ce que j'ai écrit, puis je suis comme, oh, voyons, non, c'est tellement teinté parce que je viens juste de faire. Ouais. Mais là, non, faut que je prenne un recul par rapport à ça, fait que... C'est bon, fait que tu te mets comme un buffer entre ton day-to-day avant de pouvoir penser au plus... Ouais, j'aime ça. Ouais. Bon, on est rendu dans le self-help. On a fini, honnêtement, genre, il reste juste les shameless plugs. Fait que si t'as du monde, tu veux rencontrer des business, n'importe quoi, des causes, tu veux plugger, le micro est à toi. Oui, ben écoutez, moi, je m'en vais chez White Star, fonds de capital de risque. Fait que si vous êtes une business en technologie, revenus récurrents, soit B2B ou B2C. C'est quoi le site web? whitestarcapital.com. Ben écoute, on n'a pas eu le temps de parler de ce sujet-là, mais particulièrement si vous êtes une femme entrepreneur, j'ai comme on a parlé de nos filtres, mais moi c'est comme j'ai un biais positif. Je vais me faire du temps pour des femmes entrepreneurs. Si je sens que je peux vous aider, c'est sûr que si vous êtes dans un domaine complètement différent pour lequel j'ai pas d'expertise, peut-être que je vais vous rediriger ailleurs, mais donc, ouais. C'est ça les plugs. Ouais. Je suis extrêmement reconnaissant pour ton temps, ta transparence. J'ai eu du fun. J'espère qu'en réécoutant le podcast, tu vas pas trouver mes blagues trop plates. Merci, Code. Merci, vraiment le fun. Cheers. Bye. All right, folks. Avec Ça se passe, on a une infolette de feu hebdomadaire qui est très moitié fun, moitié fond à notre sauce. Il y a des hot takes, des expérimentations que je fais, des histoires vraies de SaaS, vraiment pour t'aider à prendre les meilleures décisions, que ce soit par rapport à ta compagnie ou ta carrière. C'est une place où je peux être 100% moi-même. Ça fait du bien, j'adore ça écrire. Fait que d'avoir ce outlet-là, c'est complètement motivant pour moi. Il y a plus que 850 SaaS folks puis curieux qui nous suivent. Ça augmente chaque semaine. J'aimerais ça que vous en fassiez partie, puis qu'on se rende à 1000, puis qu'on se rende à encore plus que ça. Franchement, ça me craint au bout d'avoir des nouveaux abonnés qui se joignent sur l'infolette. Ça me craint à continuer d'écrire, à continuer de faire de la recherche, de me poser des questions, d'analyser ma conversation avec cette fondatrice-là ou ce fondateur-là. Ça pourrait être transformé en un éditorial que moi, j'amène dans l'infolette. Fait que, si vous voulez aussi, vous pouvez joindre les SaaS Pals. On a un petit forfait payant là, qui permet de nous supporter directement comme individu ou comme compagnie. On a déjà plus que 22 personnes qui nous supportent comme ça. C'est insane. J'en reviens pas. Puis eux, ils font ça en échange contre des extra goodies, right? Fait que pense à, mettons, des updates extra que je fais avec personne d'autre qu'avec eux, des previews de la roadmap du podcast, des rabais sur les événements puis d'autres trucs. Fait que vous pouvez aller sur saspace.com. Il y a un pop-up il y a un pop-up qui va vous apparaître d'en face en théorie. Puis sinon, il y a dans le footer, vous pouvez vous inscrire. Sinon, vous googlez Ça se passe puis Beehive. C'est l'outil qu'on utilise pour l'infolettre. Ça me craint vraiment de voir ça grandir. Puis ça me tient à cœur. Fait que check it out. Puis si vous avez du feedback constructif aussi, vous pouvez me le shooter. All right, folks. Un petit shout-out à Missive, partenaire produit Ça se passe. Missive, c'est un email client multijoueur qui réinvente la boîte courriel pour aider les équipes à mieux communiquer puis collaborer. Il y a au-dessus de 3500 entreprises à travers 75 pays qui leur font confiance, dont Ça se passe, et un paquet de SaaS. Donc, check them out sur saspace.com/partenaire avec un S. Il y a une solide entrevue avec Phil Lehoux, le co-founder, sur ce qui s'en vient pour Missive. OK, de retour au pod. Ça se passe, c'est une business d'amour, une business indépendante. Il y a un paquet de choses que vous pouvez faire pour nous supporter dans notre croissance, pour qu'on puisse continuer de créer du contenu de feu, d'organiser des beaux events, puis de mousser, puis de tirer par le haut cette communauté de tech-là qu'on a au Québec. First, si vous n'avez pas ajouté votre SaaS sur notre plateforme, allez sur saspace.com, il y a un gros bouton mauve pour faire juste ça. Vous pouvez check out le job board. Si vous avez une offre d'emploi quelconque, c'est gratuit, un outil super cool pour toute notre audience puis notre réseau. Si vous ne nous suivez pas déjà par rapport au pod sur Spotify, Apple Podcasts, allez faire ça, s'il vous plaît. Puis vous pouvez aussi nous laisser un review. Ça nous aide vraiment beaucoup. Vous pouvez nous suivre sur YouTube, qu'on investit de plus en plus là-dedans. On met des shorts sur le plus de contenu possible, que ce soit organique ou avec des partners. Fait que check this out. Si vous voulez venir aux événements puis pas manquer de billets parce qu'on est souvent sold out, vous devriez nous suivre sur Eventbrite. Fait que vous allez sur Eventbrite, vous écrivez Ça se passe, vous pouvez vous abonner puis avoir des notifications. On fait ça roughly à peu près chaque mois-ish. Puis last but not least, suivez-nous sur LinkedIn puis Instagram. On met du beau contenu, du contenu souvent drôle. Fait que je pense que ça vaut la peine. Je veux finir cette outro custom-là un petit peu en remerciant les partners certifiés de Ça se passe. On a des compagnies de fous qui nous supportent financièrement, stratégiquement, des fois même psychologiquement dans mon cas. Puis sans ces compagnies-là, la majorité du revenu de Ça se passe n'existerait pas puis on pourrait pas faire ça. Right? Fait que
je veux que vous preniez le temps d'aller les regarder. saspace.com/partenaire avec un S. Ils sont tous listés là. Ils ont une belle fiche avec du contenu, avec des liens, des détails. Je vous les nomme rapidement. Leviat Légal, des avocats qui sont tech et founder-friendly. Le Chiffre, des comptables et fiscalistes qui sont calés en tech aussi. Baseline, des gros geeks pour innover avec l'AI. Unicorn, des experts cloud AWS pour optimiser et scaler votre infrastructure. Puis on a aussi cette année des partners produits. Donc Vasco, une plateforme RevOps pour votre go-to-market. Missive, un inbox collaboratif pour vos teams, pour vos communications de team, pardon. Puis Apollo 13, un studio no-code pour construire des MVPs puis des side projects. Vous pouvez tout aller les voir sur saspace.com/partenaire avec un S. Puis moi, du fond du cœur, je vous dis juste merci de nous suivre et de nous supporter. C'est insane comme aventure, ce qu'on a lancé là. Puis je suis bien privilégié de pouvoir faire ça. Cheers!